Non, c'est bien avant pensé. Ben voilà. Alors, il voit là, il a demandé la permission. Il a demandé, moi, c'est bien. Je vais essayer avec Capitation. Le Capitation, je sais pas, là, ça marche pas. Une fois que tu l'as pas lancé, en fait, il faut cocher la case avant de commencer le recording. Ouais. Si tu coches après, ça marche pas. Mais j'ai pas essayé. Enfin, bref. Bon, bon. Et voilà. Donc, mais non, mais c'est sûr que cette idée-là du rapport entre le bien et le mal et le vrai et le faux, je pense que c'est quelque chose en fait de très profond et il y a beaucoup de quoi en fait creuser là-dessus. En fait. Je pense que c'est un. Je pense que tu vois après, je pense que c'est à travers cette, tu vois, ça veut dire cette dialectique qu'il y a, c'est que en fait on peut comprendre c'est quoi l'idée de la volonté divine, tu vois, du ratson. C'est ce que j'ai compris après, tu vois, ça veut dire. Et tu vois, c'est en fait, c'est que on a l'impression que là, ce qu'on appelle le ratson, c'est-à-dire la volonté, que ce soit la volonté de l'homme ou la volonté divine, en fait, c'est quelque chose en fait qui oscille entre la dialectique bien et mal et la dialectique vrai et faux. Et que c'est en fait c'est ça la volonté, c'est là où il y a la volonté divine, tu vois, quelque chose comme ça. On a accès quand on dit Yehi Ratson, qu'on dit que Mincha de Shabbat, c'est être Ratson, c'est un moment de volonté et tout ça. Je pense que l'idée de volonté, elle est là-dedans. Donc c'est un truc, je sais pas, je pense qu'il faut que je creuse, je sais pas, tu vois, parce que je me suis trouvé ça parce que comme j'ai vu par exemple, la Tfilat Mincha, où on dit, tu vois, à la fin on termine, tu vois, quand on finit les psukim qu'on dit après la Mincha, on dit, si le 4 avec là, mais tu ratras Emet, tu vois, et ça veut dire, ça se termine par le mot Emet, et quand tu regardes avant ça, tu vois, on dit, quand on commence la prière de Mincha, on dit, Banit Filati le Hashem et Ratson, Elohim Achazecha Aneni Be'emet Ishecha. Tu vois, donc c'est le Ratson et le Emet, ils sont liés ensemble. Et à mon avis, ce qui s'oppose au Emet Sheker, ça veut dire la vérité versus mensonge, c'est le bien et le mal. Et qu'en fait, je pense que c'est toute la semaine, en fait, on est dans une dynamique bien-mal. Et qu'en fait, le Shabbat, on peut rentrer dans la dynamique vrai-faux. Parce qu'on est séparé, en fait, de l'action, etc. Et qu'en fait, on essaie de faire pénétrer, en fait, cette histoire de ce qui est vrai et faux dans le relier avec le bien et le mal. Et que c'est ça, en fait, peut-être l'enjeu du Shabbat, d'avoir un impact, en fait, tu vois, donner un sens à l'histoire à travers le Shabbat, etc. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Oui. Enfin, ouais. C'est clair que le Shabbat, on a une dimension où on comprend beaucoup de choses. Le problème, c'est que toutes ces belles idées disparaissent. Dès que Shabbat est passé, on perd énormément de. Ouais, je pense qu'elles disparaissent. Moi, je pense qu'elles disparaissent plus le lundi que le Shabbat, que le dimanche. Je pense que le dimanche, tu vois, on est encore dans. Moi, je pense, tu vois, ça veut dire, c'est ce que j'écris dans le truc que j'avais. Le vendredi, samedi, dimanche, je pense que c'est pas pour rien qu'en fait, que dans les religions monothéiques, tu vois, chacun, c'est un jour sacré parce que je pense que c'est une dynamique, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, le vendredi, c'est le dévoilement de la lumière cachée, tu vois, avec la manne qui est double, etc., etc. Et le Shabbat, en fait, c'est le moment où ça veut dire cette lumière, elle s'installe en réalité dans la matière. Et je pense que dimanche, c'est le moment où l'homme, en fait, il prend, si tu veux, il devient la réalisation de cette lumière, tu vois, c'est l'Avdallah, etc. Et je pense que tout ça, en fait, tout le week-end, en fait, c'est-à-dire si c'est vécu d'une manière spirituelle, en fait, c'est quelque chose, tu vois, c'est un moment, en fait, d'ascèse spirituelle, vraiment du Men Olam Haba. Mais en réalité, je pense que les 3 jours, ils sont liés, quoi. Et je pense que c'est le lundi où c'est vraiment là, tu vois, c'est là où il y a la chute, c'est la séparation de l'eau et de l'eau d'en haut et de l'eau d'en bas, etc. C'est là où c'est vraiment, où c'est le gadin, quoi. Ça veut dire, je pense que voilà, après ça, le truc, tu vois, ça veut dire, je pense que et lundi, mardi, mercredi, jeudi, je pense que c'est vraiment une autre dynamique, quoi. C'est vraiment la dynamique syncopée du bien et du mal et tout ça, etc. Tu vois, comme une sorte d'une violence rythmique, etc. Je pense que c'est comme ça que ça se passe, quoi. C'est ça tu vois. Bon. Dans tous les cas j'essaie de commencer déjà, donc commencer le Rambam. Et, sur les lois, honnêtement, vous allez voir, c'est vraiment, honnêtement, tu vois, c'est vraiment, c'est un peu comme ils disent, je sais pas si vous vous trompez dans mes travers, on va dire, mais c'est-à-dire, j'avais pas le choix, honnêtement. C'est-à-dire, ça veut dire, voilà, pour vous dire, c'est de la l'homme doute bâtarde, c'est de la l'homme doute, on va dire, peut-être c'est la seule chose que j'ai inventée dans ma vie et que j'aime pas tellement, mais voilà, c'est donc, voilà, mais vous n'allez pas y échapper, malheureusement, bien que moi, ça fait longtemps que j'ai essayé d'abandonner ça, mais je pense pas que je vais réussir à vous faire échapper à ça. J'ai pas le choix, c'est ce que, voilà, j'ai pas, voilà, j'ai pas eu le choix de secondes. J'essaie donc de faire share screen, soyez indulgents, hein, je suis encore pas tellement, tu vois, ça veut dire, voilà, donc je mets déjà le share screen.
Après ça, je vais essayer de faire comme ça. Donc, je vais essayer, je vais zoomer. Mais voilà, et de toutes les manières, vous devez apprécier le fait que pour l'instant, je commence lentement parce que ça va être compliqué. Et ça veut dire, ça, vous allez avoir vraiment un exemple de moi, ça veut dire de Malhomme Doute, vraiment, voilà, qui essaye de mélanger un peu de la philosophie avec la technicité anarchique. Voilà, que c'est vraiment, voilà. Je sais pas, c'est le truc que j'ai inventé, je pense, qui est un peu nul, hein, honnêtement. Mais parce que ça manque de transition, vous allez voir. Bon, en tous les cas, donc on y va. Vous êtes super sur nous et donc je le fais. Donc en fait, donc on était sur l'histoire, en tous les cas de ce. Oh là là, ça j'ai 2 jours qui se réveillent genre au moment, bon, c'est bon. Donc ça veut dire, donc voilà, donc on était sur l'histoire donc du Rambam sur ceux qui rentrent parce qu'ils ont soit acheté une maison ou construit une maison, soit ils se sont fiancés, ou soit ils sont comment il s'appelle, soit ils ont planté une vigne. Et donc, dans tous ces cas, dans tous ces 3 cas-là, en fait, donc celui qui était parti en guerre, il rentrait chez lui. Et donc, je pense que dans la halakha précédente, on avait parlé de la maison. Et là, maintenant, on avait vu avec l'histoire de l'habitation, de la mezouza versus la maison, etc., blablabla. Ici, à mon avis, donc ici, on rentre dans la vigne. Et donc, pour vous dire, en réalité, si vous voulez, je vais faire une introduction quand même obligé de le dire, même s'il y a une phrase d'introduction pour que vous ne soyez pas surpris. En fait, à travers, parce que, en fait, voilà, on parle de la vigne. La vigne, en fait, c'est clair que c'est la parnassa, c'est comment dire, on va dire, c'est l'outil, on va voir, c'est l'outil de production, on va dire, c'est ce qui produit des choses. Et en réalité, à mon avis, dans cette étude-là, vous allez voir, j'ai voulu aborder un peu vraiment le marxisme et la relation à la propriété privée, etc., et à la relation à l'outil de production. Et ce qui est, encore une fois, je vous dis, ça fait des milliers que je n'ai pas étudié comme ça, et que j'aime pas du tout faire ça. Mais là, en fait, au fond, j'étais obligé, vous allez voir. Donc, en fait, ça va parler de ça. Je vous avertis, ne soyez pas surpris. À la base, ça va commencer vraiment comme un truc hyper technique de halakha normal. Donc, tu vois, donc, Erhad a noté à Kerem. Donc, dans le Rambam, il est marqué comme ça. Il y a halakha 6 et halakha 7. Donc, Erhad a noté à Kerem. Donc, que ce soit celui qui prend une vigne. Erhad a noté à Hamisha, il a des mahal, et quel que soit, donc, même si ce n'est pas vraiment une vigne, bien que la Torah elle a parlé d'une vigne, en fait, ce n'est pas nécessairement une vigne, c'est 5 arbres, puisqu'une vigne, normalement, c'est toujours 5, peu importe pourquoi c'est au chiffre 5. Mais on a la Halemoshimesina et que dans toutes les lois qui concernent, par exemple, les mélanges des espèces, etc., on ne peut pas, par exemple, planter des graines à côté d'une vigne. À chaque fois, une vigne, c'est 5. Peu importe la raison, on ne va pas rentrer là-dedans. En fait, c'est toujours comme ça. C'est 5, ça veut dire la forme d'une vigne, normalement, dans la Halemoshimesina, c'est 2 vignes. C'est 2 vignes en face de l'autre et une qui sort comme une queue. Ça veut dire pas comme un dé où il y a 2 et 1 au milieu, 4 et 1 au milieu, mais tu vois comme 4 avec un qui sort en fait, qui sortirait à l'extrémité. Tu vois, ça c'est la forme selon la Halemoshimesina d'une vigne. Honnêtement, il ne faut pas me demander pourquoi. Et donc, de là, on apprend à chaque fois que ça veut dire, quand la Torah a parlé de vigne en général, ici, en tous les cas, en ce qui concerne, on l'apprend de verset, que quand la Torah elle parle de vigne, en ce qui concerne celui qui plante une vigne pour entrer chez lui de la guerre, c'est pas vraiment une vigne, c'est dès que quelqu'un il a planté 5 arbres fruitiers, ça s'appelle déjà qu'il peut rentrer chez lui s'il n'a pas encore pu goûter les fruits en fait de ces arbres de sa vigne. Donc, donc c'est même si c'est 5 types d'arbres différents, c'est pas la peine que ce soit la même espèce. Et Hadanotea, que ce soit celui qui plante les arbres, que ce soit celui en fait qui fait des boutures, ça veut dire qu'il prendrait on va dire une sorte des racines déjà existantes, mais on va dire stériles, et qui en fait va les mélanger, je sais pas comment dire en français, bref, tu vois, les croiser avec des branches nouvelles. Ça s'appelle aussi planter un nouvel arbre. Les Hadam Arkiv, et ça c'est si quelqu'un fait des mélanges entre différentes espèces de raisins ou de choses comme ça. Aberaha, Abarkava, chez Hayev et Baorla, ça veut dire ce qui va être le principe, c'est que est-ce qu'on est obligé de la orla? Ça veut dire que l'idée, tu vois, donc tout ça, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais c'est-à-dire en fait que si jamais quelqu'un il avait un arbre et que cet arbre, on va dire, il donnait pas de fruits, et que quelqu'un il a ensuite, fait une bouture sur cet arbre avec une autre souche,
alors, et qu'il recommence à donner des fruits, donc c'est considéré comme si c'était un nouvel arbre et il faut, encore une fois, pendant 3 ans, on ne peut pas consommer les fruits, etc. Donc, grosso modo, ce que la Gemara elle dit, et ce que le Rambam il va dire, que c'est en reprenant la Gemara, c'est que la ligne qui rend, qu'est-ce qui est appelé un nouvel arbre, qui rendrait quelqu'un exempté d'aller à la guerre, c'est en fait si jamais il doit faire la orla, c'est-à-dire si c'est un arbre qui est nouveau concernant les lois des 3 premières années, on ne peut pas consommer les fruits, etc. Donc voilà, il serait exempté à partir du moment où cette loi elle s'applique sur la chose qu'il a plantée, quoi. Et ça peut être 5 espèces, tant que c'est 5 arbres, grosso modo, 5 plantes. Hada Lokear, que ce soit quelqu'un en fait qui l'achète, Hada Yoresh, soit un héritier. Dans tout cela, s'il n'a pas profité en fait de la chose qu'il a héritée ou de la chose qu'il a achetée, même si c'est quelque chose qu'on aurait donné en cadeau. Donc tant que voilà, donc Aval Anoter, Abaï l'année Mahal, mais si c'est pas 5, c'est 4. Alors tout ça, c'est la Moshe Messina, et je ne vais pas rentrer là-dedans. Je pense qu'il doit y avoir un sens si on cherchait, on pourrait trouver, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ochamisha il Anesrak, ou bien si jamais quelqu'un il plante 5 arbres qui n'ont pas de fruits, ou chez Gazal Kerem, ou quelqu'un qui a volé une vigne, et non Choser Alav. Donc dans tous ces cas-là, il reste à la guerre, il ne rentre pas chez lui. Et moi, c'est la dernière halakha, c'est sur celle-là principalement où en fait je vais m'attarder. Verchen Kerem Shel Shene Shutafin. Et ça veut dire, même si c'est une vigne, donc là, c'est la même halakha, si jamais la vigne, elle appartient à 2 associés, En Hosrin Alav, donc les 2 associés, même si c'est une vigne nouvelle qu'ils ont plantée, qu'ils n'ont pas mangé les fruits, à partir du moment où ils sont associés, en fait, sur la vigne, ils ne rentrent pas, en fait, de la guerre à cause de ça. Et ça, c'est, on va dire, voilà, ça, c'est une halakha, on va dire, on va regarder, parce que je vais vous expliquer le point qui va être maintenant, qui va être relevé et sur lequel je vais parler, c'est quel va être le statut, par exemple, d'une maison qui appartient à 2 associés. Est-ce que là aussi, celui qui aurait soit hérité, soit acheté une nouvelle maison, mais avec un associé, est-ce que là aussi, il ne rentre pas de la guerre? On voit que Maïmonide, il n'a pas parlé de cette halakha. On va voir si ça va être une discussion, en fait, entre le Rav Yosef Karo et plein d'auteurs de son époque. Et ensuite, on va voir même le cas d'une femme d'associé. Est-ce que vous me demandez comment c'est possible d'avoir une femme d'associé? Alors oui, ça veut dire, parce que ça c'est dans la d'après. Et donc, puisque en fait, il y a 2 cas possibles. Enfin, je lis la halakha d'après, la halakha 7, où on nous dit, donc, Echad, puisque maintenant, là, après donc avoir parlé de la maison, de la vigne, et donc maintenant, il parle de la femme. Donc, Echad Ameares et Abetula, donc celui qui fiancie une vierge, Vechad Ameares Almana, aussi quand il est fiancé avec une femme qui a déjà marié, qui a déjà été mariée avant, qui est veuve. Donc, même si jamais donc quelqu'un il doit faire yiboum, parce qu'en fait, justement, donc c'était son frère, ça veut dire qu'un des frères, Hadasham et Niftar, sans enfant, et donc il doit faire yiboum. Et donc là, ici, on a l'alakha qui, peut-être, on va voir qui va être problématique avec l'histoire de la vigne et des associés. C'est parce qu'on nous dit, donc, imaginons que si jamais il y a 5 frères qui potentiellement peuvent faire yiboum, et il y a un des frères qui est mort sans enfant, donc normalement, tu pourrais dire, voilà, c'est un peu comme, en fait, on va dire, à la femme de 5 associés, parce qu'en fait, les 5, normalement, ils peuvent faire yiboum ou Khalitsa. Donc, tu pourrais dire, en fait, aucun, ça veut dire, si on suivait, on va dire, la logique, en fait, de l'histoire de la vigne des associés, on devrait dire qu'aucun d'entre eux ne rentre, puisque aucun n'a véritablement n'est fiancé, on va dire, à 100% avec la fille. Et malgré tout, la halakha ici, elle est contraire. Elle est Kulan Chosrin. Tous y entrent. Ça veut dire, voilà, ça va être posé. Ça veut dire, c'est une difficulté. Et même, ensuite, une autre halakha qui pourrait ressembler, en fait, à l'histoire de l'associé, mais que c'est parce que Kidesh Isha Arshav ou la Harshnem Asar Chodesh. Donc, parce qu'en fait, pour expliquer l'histoire, c'est comme ça. C'est que, ici, le Rambam, je lis, je traduis d'abord ce que le Rambam dit, et ça veut dire, je vais essayer de dire qu'est-ce que le Rambam, il n'a pas dit. Donc, ce qu'il a dit ici, c'est quelqu'un qui a marié une femme, parce que, donc, à l'époque de la Gemara, ou même normalement, aujourd'hui, quelqu'un, il peut se marier avec une femme en mettant une condition, ça veut dire, en datant ça veut dire comment dire, que le mariage, il soit valide que plus tard, tu vois, c'est-à-dire, on peut donner les kiddushin et dire à une femme, voilà, que tu sois mekudeshet avec moi, et que tu sois marié avec ces kiddushin dans 12 mois. Voilà, on va prendre cet exemple. Et donc mais ce que le Rambam, il n'a pas parlé de ce cas exactement, puisqu'il a dit Kidesh Isham Me'arshav ou la Harshnem Asar Chodesh. C'est-à-dire qu'il a dit ce mot-là, c'est-à-dire que lui, il parle du cas où quelqu'un, il a dit que tu sois marié avec moi
à partir de maintenant, dans 12 mois, rétroactivement. Ça veut dire que dans 12 mois, tu seras marié rétroactivement à moi. Ça, c'est un cas. Tu vois, on va voir pourquoi, qu'est-ce qu'il veut dire avec ça. Mais c'est-à-dire, ça, c'est le cas dont le Rambam il parle. C'est-à-dire que quelqu'un, il donne les kiddushin. Il dit, en fait, ça veut dire que tu sois marié avec moi dans 12 mois à partir de maintenant. Et à ce moment-là, donc, lui, il va à la guerre. Et les 12 mois, la date, l'échéance des 12 mois arrive. Donc, à ce moment-là, il se retrouve maintenant fiancé ou marié avec cette femme-là. Donc là, il doit rentrer de la guerre à partir du moment où, en fait, la date est arrivée puisqu'il se retrouve maintenant marié ou fiancé et donc il va rentrer chez lui. Donc ça, c'est le cas de Maïmonide, donc Maïmonide y parle. Je dis dans les mots, Kidesh Isha Me'arshav, ça veut dire s'il a marié une femme à partir de maintenant, ou la Hashnem Asar Chodesh, mais à condition que le mariage il sera simplement valide dans 12 mois. Pourquoi il dit ça? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il gagne en faisant ça? C'est en fait, il se donne la possibilité de se rétracter aussi à la femme, tu vois, c'est-à-dire le mariage, il sera rétroactivement valable dans 12 mois. À l'époque, surtout quelqu'un qui part en guerre, il ne sait pas s'il va être encore vivant dans 12 mois. En plus de ça, il y a encore des possibilités de rétroactive, d'annuler. C'est-à-dire la femme, si elle veut, elle peut rendre la bague et le mariage, il aura été annulé, il n'aura jamais été valide et donc elle pourra, par exemple, se marier avec un Kohen. Elle n'a pas besoin d'un get ni rien. Tu vois, c'est ça l'avantage, c'est que tu laisses une période de réflexion où au moins, en tous les cas, même les deux parties peuvent se rétracter. Mais à partir du moment où ils ne se sont pas rétractés, le mariage, il est valide rétroactivement. C'est ça le cas dont il parle. Kidesh Isha Me'arshav, il a marié une femme à partir de maintenant. Je veux dire, voilà, j'essaie de vous la traduction en bas. Ou la Hashnem Asar Chodesh, et après 12 mois que ça soit valide. Veshalem Azman B'Milchama. Et le temps on va dire du mariage, il s'est fini pendant la guerre. Roser, donc à ce moment-là, il rentre ou va à l'eau et il revient, tu vois, il revient chez lui. Ça veut dire il revient dans la guerre. Et donc encore parce que voilà, il est marié. Maintenant, de quel cas Maïmonide il n'a pas parlé? C'est le cas où justement il n'a pas dit mais Arshav. C'est-à-dire que si quelqu'un en fait il peut dire voilà, je donne les kiddushin et en fait tu vois que je donne les kiddushin maintenant, mais le mariage il sera valide que dans 12 mois. Quelle est la grande différence à l'Afrique entre les deux cas? Ça veut dire, si on n'a pas fait que la condition elle est rétroactive, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais, en fait, la fille, elle accepte une bague d'un autre entre-temps. Ça veut dire que si jamais, ça veut dire que, imaginons, tu vois, c'est-à-dire, dans ce cas-là, c'est quand quelqu'un, en fait, il dit Me'arshav, il bloque la fille. Ça veut dire la fille, elle peut se rétracter, mais tant qu'elle n'est pas rétractée, si tu veux, qu'elle ne s'est pas rétractée, en fait, le mariage, il est valide. Elle ne peut pas se rétracter en acceptant le mariage d'un autre. Ça veut dire qu'il faut d'abord qu'elle renvoie la bague et ensuite, elle peut dire, OK, maintenant, elle peut recevoir la bague d'un autre. Mais tant qu'elle n'a pas rendu la bague, elle est bloquée, quoi, grosso modo. Ça, c'est si le type, il a dit Me'arshav, parce que c'est rétroactif. Mais si jamais le type, il n'a pas dit Me'arshav, donc en fait, la meuf, elle a en fait complètement, non seulement donc elle peut se rétracter, mais en plus, elle peut accepter le mariage d'un autre. Et si l'autre, il met une condition où le temps, il est avant, alors il fait sauter en fait le mariage du deuxième. Tu vois, puisque comme c'est pas rétroactif, donc en fait, si tu veux, je sais pas du deuxième ou du premier, c'est ce qu'on appelle, j'en sais rien, mais ça veut dire que la fille, elle peut dire, grosso modo, j'espère que vous avez compris, quoi. Ça veut dire que si le deuxième, il a donné une bague et que avant les 12 mois et la meuf, elle a dit d'accord, en fait, ça fait sauter tout ce que le premier a fait, puisque comme c'est pas rétroactif et que maintenant elle est mariée à un autre, alors voilà, c'est à sauter. Maintenant, les trucs, tu vois, ça veut dire ça, on va dire ça, c'est un avis dans la Gemara. Et c'est comme ça que Maïmonide, il a tranché, c'est comme ça qu'on plus ou moins tranche dans la halakha, c'est que dans un cas où quelqu'un n'a pas dit Me'arshav, alors à partir de maintenant, il n'a pas mis que le mariage était rétroactif. En fait, c'est l'autre qui vient après, celui qui a mis une date avant, quoi, qui va gagner la fille, quoi, qui a son mariage. Mais, c'est en fait une discussion dans la Gemara, et le Shulchan Aruch lui-même, il n'est pas clair là-dedans, parce qu'il y a un autre avis qui dit que dans ce cas-là, la femme, elle devient mariée à tout le monde. Ça veut dire que si jamais, par exemple, quelqu'un il dit, pour prendre l'exemple, quelqu'un il dit pas Me'arshav, il dit que tu sois marié à moi, il y a une fille qui soit mariée à moi dans 12 mois. Ensuite, il y a un autre mec qui vient et dit, sans dire Me'arshav, que tu sois marié avec moi dans 10 mois. Un autre qui vient qui dit que tu sois marié avec moi dans 3 mois. Et l'autre qui vient qui dit que tu sois marié avec moi maintenant. En fait, ça veut dire, plus les échanges elles arrivent, plus tous les mariages, si tu veux, ils tombent. Et donc, alors évidemment, ça ne peut pas exister dans la Torah qu'une femme elle est mariée à plusieurs hommes. Mais alors, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, le type, chacun bloque l'autre, quoi. Et ils sont tous obligés de divorcer. Et elle, après, elle doit choisir un. Ça veut dire, c'est ça ce que le Shulchan Aruch dit, etc. Mais donc, en fait, le Rambam, en fait, il a pas parlé de ce cas-là, parce qu'il a voulu, en fait, si tu veux,
éviter cette histoire. Ça veut dire, a priori, ou bien parce que lui, il pense que de toutes les façons, elle est mariée au deuxième, mais a priori, en ce cas, selon Shulchan Aruch, ça resterait en fait comme une femme de plusieurs associés, parce que ce qui est notre problème pour nous, c'est qu'est-ce qui va se passer en guerre, c'est si jamais quelqu'un a fait ça, tu vois. Parce que ça peut être aussi une manière en fait de s'exempter de la guerre. Ça veut dire il suffit de donner à une femme qui dit voilà, je veux que tu sois marié avec moi dans 12 mois, et l'autre qui dit dans 10 mois, dans 2 mois, tu vois, comme ça, tout ça marche sur tout le monde, et elle peut exempter comme ça 30 personnes d'aller au combat, de voilà, ils sont tous fiancés avec moi, et c'est bon, tu vois. Et elle, tu vois, ça n'implique rien puisqu'ils sont tous interdits d'avoir des relations avec elle parce que chacun est interdit par rapport à l'autre, tu vois. Donc ça veut dire donc ça veut dire que ça serait une possibilité, tu vois, mais ça veut dire et donc l'idée c'est mais en fait donc a priori donc, ce que je veux dire c'est le Rambam il n'a pas voulu parler de ce cas-là et a priori le problème en tout cas on va laisser ça de côté pour l'instant mais ce qui est sûr c'est qu'en tous les cas le cas d'une femme en tout cas le cas dont le cas Maïmonide il a parlé qui est donc une femme qui en fait qui tombe en hiboum devant 5 frères, qu'on dit qu'en fait que les 5 frères en fait ils reviennent de la guerre, alors qu'a priori elle est fiancée à proprement parler avec en tous les cas avec aucun d'entre eux ou avec tous, tu vois, et donc ça serait le cas des associés quoi. Et donc ça pose la question en réalité de savoir quelle différence entre une vigne qui appartient à des associés. Maïmonide en fait si tu veux la halakha elle a dit en fait que si quelqu'un il est associé sur une vigne en réalité, il ne doit pas rentrer, il ne rentre pas de la guerre. Et par exemple, une femme sur laquelle il y aurait une femme qui tombe en yiboum devant 5 frères, comment à ce moment-là, en fait, ça serait, ça veut dire comment ça se fait qu'à ce moment-là, en fait, ils rentrent. Ça veut dire les 5, ils vont pas à la guerre. Et donc cette question-là, en fait, je veux dire voilà, avant d'entrer dans l'histoire de la maison qui est beaucoup plus compliquée, ça c'est la Gemara qui pose cette question. La Gemara, elle pose cette question. J'espère que ça va marcher. Ouais, une seconde. Voilà, hop, une seconde. 2 secondes. Je viens de ça. Ok, ça veut dire la source en fait de la Gemara, la source de la Gemara qui nous parle en fait des comment dire des vignes des associés, c'est ici. Et parce que bref, tu vois, la Gemara elle dit ok, je fais la Gemara depuis le début, pourquoi pas, on va faire, c'est pas très compliqué. La Gemara dit comme ça, on va sauter quand ça sera trop long. Ben Yaakov, il dit Kerem Kemashmaro, ça veut dire que quand la Torah elle parle de celui qui a planté une vigne, c'est dans le sens littéral, une vigne. L'Ochilelo, parce que le verset il a marqué qu'il ne l'a pas à lui, qu'il ne l'a pas, comment dire, traîné, j'ai oublié, il y avait un mot, j'ai oublié maintenant, consommer, j'ai oublié, il y avait un mot bien, j'ai oublié, Sylvain, il avait trouvé un mot bien, mais je l'ai oublié. Donc, vélo, ça veut dire, tu vois, ça veut dire qu'il n'a pas à consommer. Prat, les navrir ou marquiv, ça vient exclure celui qui ferait, en fait, des greffes. Ok, et que ça voudrait dire que normalement, il ne rentre pas de la guerre s'il fait des greffes. Ok, la Gemara dit, va'anantnan echad anotea vechad amavrir vechad amarkiv. Mais voilà, nous on a vu dire dans le Rambam, mais en fait c'est parce que c'est dans la Mishnah qui dit que même si quelqu'un il fait des greffes, tout de suite déjà, même ça suffit pour lui dire qu'il rentre de chez lui. C'est le fait d'avoir fait des greffes, c'est considéré comme planter une nouvelle chose. Et donc voilà, c'est l'exemple d'aller en guerre. Amar Rabizera il dit Amar Afrizda, Mondra Afrizda, Lokashia, ce n'est pas difficile. Kan bar kavatisur, kan bar kavat heter. C'est pas une difficulté. Après, on va traduire comme Rachid, ça veut dire si jamais, est-ce que la Gemara dit que quelqu'un qui fait une greffe, il ne rentre pas de la guerre, c'est si jamais la greffe qu'il a faite, il avait un interdit de le faire, comme on sait qu'il y a un interdit de faire certaines greffes. Donc, c'est pour ça, comme c'est un interdit, donc ça ne serait pas quelque chose qui l'exempterait d'aller à la guerre. Parce que la Torah, elle a dit en fait que quelqu'un, il rentre s'il a fait une greffe, c'est si jamais il a fait une greffe permise. Et donc, grosso modo, je veux dire, sans rentrer dans les histoires, je saute un petit peu, mais en tous les cas, blablabla, je saute, tu vois. Parce que grosso modo, tu vois, c'est que la Gemara, en fait, elle pose une question, elle dit comme ça. Une seconde. Parce que la question de la Gemara, je vais essayer de jouer, la question de la Gemara, c'est comme ça, excuse-moi, je remonte en haut. Ça veut dire, la question de la Gemara, c'est de dire, en fait, si quelqu'un, il fait une bouture, il fait un greffe, pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire qu'il rentre pas chez lui, qu'il rentre chez lui, on va dire, de toutes les manières, il devrait rentrer chez lui à cause de la première plante, tu vois.
parce que l'Agma va dire que si on parle que l'ancienne, en fait, c'était une plante qui avait déjà plus que 3 ans, alors on dit en fait que la nouvelle, elle est annulée dans l'ancienne. Et donc, ça peut parler a priori que c'est fait une greffe entre deux boutures qui sont jeunes, les deux. Sinon, et ça, ce qui fait que l'une n'est pas annulée dans l'autre. Alors, et c'est pour ça, alors, ok, donc l'Agma, elle va rentrer dans plein de choses. Et finalement, elle dit, non, en fait, ça parle que la première, elle était, ça veut dire que la première, elle avait été faite pour faire du bois et donc pas pour faire des fruits. Et c'est dans ce cas-là, en fait, où la bouture, la première plante, bien qu'elle est jeune, elle n'aurait pas exempté la personne d'aller à la guerre parce qu'elle a été faite pas pour faire des fruits. Mais la deuxième, comme maintenant il fait un croisement avec une plante avec un arbre qui va donner des fruits, alors c'est ça ce qui l'exempte d'aller à la guerre. Et ok, et sur ça, l'Agma, elle a posé la question. Finalement, elle dit, ok, finalement, alors mais ok, quand l'Agma, elle a répondu à cette question, elle dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas en fait d'une vigne qui appartient à deux associés? C'est-à-dire que la première en fait bouture, elle appartient à quelqu'un d'autre. Et la deuxième, maintenant que lui vient faire en faisant son croisement, en fait, c'est parce que c'est un autre propriétaire. Et donc, ça serait ça le chidouche, c'est pour nous dire, voilà, que bien que les deux plantes, elles sont jeunes, et donc c'est sûr que le premier propriétaire, lui, qui a planté la première plante, il va pas à la guerre. Mais le deuxième, tu vois, qui va faire simplement une bouture, lui non plus, il va pas aller à la guerre. Pourquoi est-ce que l'Agmara n'a pas répondu que c'est ça le cas de la bouture? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de parler, de dire que la bouture dont on parle, c'est que la première plante, elle n'était pas faite pour donner des fruits? J'espère que c'est clair. C'est bon, c'est clair? Et sur ça, l'Agma, désolé d'avoir sauté un petit peu parce que je sais pas. En tout cas, sur ça, l'Agma, tu vois, donc, le Lokma Bekam Sheshne Shutafin, on n'a qu'à expliquer donc en fait que le cas de la bouture, où en fait on nous dit que donc en faisant un croisement, celui qui a fait le croisement, il est exempté d'aller à la guerre, alors que ça peut parler encore une fois que des pousses jeunes parce que sinon la nouvelle sera annulée dans l'ancienne. En fait, ça parle de deux associés. Dai Hadar Hadidé, et ça vient nous apprendre que le premier, en fait, il rentre sur sa première plante, Dai Hadar Hadidé, que le deuxième, il rentre sur sa plante qu'il a fait, sur la bouture qu'il a fait. Et donc, sur ça, l'Agma a déduit la laha qu'on a vu dans le Rambam, qui dit Amaraf Papa, Papa a dit Zot Omeret, j'en déduis de là, Kerem Sheleshne Shutafin, ça veut dire une vigne qui appartient à deux associés, En Chosrin Alav Me'arkea Milchama, on ne revient pas dessus de la guerre. Ça veut dire que quand est-ce que la Torah elle a exempté celui qui a planté une vigne en fait d'aller en guerre? C'est uniquement si jamais la vigne elle lui appartient à 100%. Mais s'il est associé sur la vigne avec quelqu'un d'autre, alors il ne serait pas exempté d'aller en guerre. Et c'est pour ça que la Gemara n'a pas pu expliquer le cas de la bouture dans le cas où ça appartient à deux différents propriétaires. Ok, donc la Gemara elle dit ça, ok, on va dire comme ça. Et sur ça, la Gemara elle pose la question de l'histoire de la Yevama. Elle dit quelle différence avec le cas d'il y a 5 frères? Il y en a un des frères qui est mort en guerre. Et donc à ce moment-là, les 5, ils doivent faire yiboum si jamais la femme n'avait pas d'enfant. Des chosrin, des kulan chosrin, que tous ils doivent maintenant rentrer, ils peuvent tous être exemptés d'aller au combat. Alors elle dit, donc Agma répond, elle dit kol chad vechad karinan beishto. Ça veut dire, Agma a dit que dans le cas du Yavam, chacun des frères c'est considéré sa femme. Ça veut dire bien qu'en fait, tu vois, la femme d'aucun, puisqu'en fait, chacun est l'interdit sur l'autre. Ça veut dire, c'est clair qu'en fait, il n'y a que le premier qui va gagner, quoi. Ça veut dire, c'est le premier qui a des relations avec elle ou auquel elle dit oui qui va l'avoir. Mais ça veut dire, mais normalement, mais voilà, mais ce que la Gemara a priori, elle veut dire, c'est que c'est potentiellement possible. Mais par contre, dans le cas de la vigne, kol khan lokarinan bekarmo. Mais ici, on ne peut pas dire que chacun, en fait, c'est sa vigne. Voilà. Donc, c'est très énigmatique comme réponse. Ça veut dire, tu vois, parce que ça veut dire, c'est quelle différence, tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, pourquoi si jamais, en fait, chacun, il a un droit sur une meuf, alors tu dis, ah oui, c'est chacun, c'est sa meuf, tu vois. Ouais, parce qu'à la fin, il n'y aura qu'un propriétaire. Il n'y aura qu'un mari. Les autres, dès qu'il y en a un qui l'épouse, les autres sont exclus automatiquement. Dans la vigne, ça ne change rien. Ils seront ils peuvent être copropriétaires ad vitam. Ouais, ok. Mais alors, en quoi c'est un problème, tu vois? Ça veut dire, c'est ça, mais la question c'est ça, pourquoi c'est... Ok, je comprends, mais pour la... c'est sûr que tu as raison, c'est sûr que c'est la différence, c'est qu'à la fin, il y en a un qui va gagner, quoi, et que ça veut dire en fait que chacun potentiellement, il pourrait être le gagnant. Mais alors que dans la vigne, en fait, on va dire, ok, ça veut dire, dans la vigne, les types, ils sont associés, ok, ils peuvent être, ok, mais
au fond, tu vois, je veux dire, tu peux dire chacun, en fait, parce qu'à la fin, ils vont partager les fruits de la vigne, tu vois, a priori, tu vois, donc ça veut dire, après, chacun, il a sa partie dans la vigne, tu vois, ça veut dire, pour moi, c'est ça la vraie question, elle est OK, c'est sûr que tu as raison, on va dire, OK, mais en quoi c'est une différence, tu vois, c'est-à-dire, pourquoi, en fait, ça serait suffisant d'avoir un droit potentiel sur une femme? Même plus, ça devrait être le contraire. Si c'est ça la raison, ça devrait être le contraire. Il ne devrait y en avoir qu'un qui rentre dans les frères. Ouais, c'est ça, en plus, c'est ça. En toute logique, il n'y a qu'un des frères qui devrait rentrer. Celui qui va l'épouser. Ils ont qu'à se décider avant. C'est le problème. Oui, en plus que c'est plus compliqué que ça, parce que la question elle est plus forte, parce que ça veut dire dans la loi d'Iboum, la halakha, il y a une loi de préemption, ça veut dire le premier, c'est le plus âgé, il a un droit, il a Il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie. Voilà, une hiérarchie. Elle peut, si un des frères, il bédiavad, tu vois, il va. Ça s'appelle une zika. Ça s'appelle une zika. Exactement, c'est la zika, exactement. Non, mais oui, mais dans ce cas-là, ils sont les quatre, en fait, parce que les quatre, ils sont en zika. Oui, les quatre, ils ont en zika. Les quatre ont une zika, et les zika vont s'annuler dès que le mariage aura lieu. Ou qui fait Khalissa. Et l'aîné. Khalissa, ça ne coupe pas les icônes des autres? Ah si. Il y en a un seul qui fait Khalissa, ou un seul qui fait Yiboum. Oui. Mais ça veut dire, en fait, en général, et l'aîné, lui, il a un droit, Gadol Shibachin, normalement, l'aîné, il a un droit, il a la priorité, quoi. C'est ça l'idée. Mais l'idée, c'est que pourquoi? Et donc, c'est pour ça que c'est encore plus dur ici, parce que normalement, ça devrait être l'aîné. Le truc, c'est que l'aîné, ça veut dire, l'idée, c'est que dans l'Yiboum, c'est grosso modo, c'est à la sauvage. C'est le premier cas de relation sexuelle, c'est lui qui a gagné. Parce qu'une Yevama, elle est acquise par les relations sexuelles. Même si elle est violée, même si elle est droguée, avec moi, elle le dit, dans tous ces cas-là, etc. Et donc, ça veut dire, tu vois, donc ça veut dire, donc c'est le premier qui, tu vois, donc truc, normalement, ça veut dire que ça doit être fait par ça veut dire que c'est le premier frère. Et normalement, il faut que la fille, elle soit d'accord, etc., etc. Mais tout ça, on va dire, c'est des halakhot d'ordre rabbinique qui peuvent être, on va dire, ça veut dire qu'ils peuvent être, on peut faire sauter, quoi, si jamais un mec il décide, tu vois, de sauter, même si le plus jeune sur la meuf ou un truc comme ça, et c'est bon, tu vois. Ça veut dire, normalement, c'est ça l'idée, tu vois, c'est le premier qui saute dessus qui l'a gagné. Mais ok, mais ça veut dire, mais la difficulté, justement, c'est quand même difficile. Tu sais que dans ce cas-là, par exemple, je veux dire, il y en a au moins, je ne sais pas s'il y a 4, comme on dit, il y a 5 frères donc il y en a 4 qui sont survivants, il n'y en a qu'un seul qui va l'avoir, tu vois ce que je veux dire. Et comme tu dis, ça veut dire, c'est difficile de comprendre que pourquoi, en fait, tu vois, ça veut dire, alors que voilà, dans la vigne, tu peux dire, au contraire, ça veut dire, chacun, en fait, il a une partie des fruits, chacun, en fait, il est propriétaire d'une partie de la vigne. Et pourquoi, en fait, ça serait, tu vois, ça veut dire, tu vois, en quoi ça fait une différence, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que je comprends, c'est ça ce que la Gemara, elle veut dire a priori, mais a priori, la question, elle va être de savoir, en fait, pourquoi, en fait, c'est justement, ça fait une différence, et pourquoi la Gemara, elle fait une différence dans ce sens-là, alors que, en fait, tu vois, comme tu dis, moi, j'aurais pensé plus le contraire, tu vois. J'aurais pensé plus le contraire. Tu vois, ça veut dire, tu vois, donc on va voir. Donc, tu vois, mais à mon avis, tu vois ce que ça veut dire. Tu vois, ce que moi je vais arriver à dire, c'est qu'en fait, la notion de propriété, en ce qui concerne, tu vois, on va dire, comment dire ici, une vigne, mais ça veut dire un objet, un produit, un objet de production, ça veut dire un outil de production. Et en fait, la propriété par rapport à une femme, c'est pas la même chose. Tu vois ce que ça veut dire. Et déjà, ça voudrait dire aussi, à mon avis, tu vois, moi, ça va être un truc aussi très. C'est pour ça que je dis qu'en fait, au fond, ça m'a vachement apporté sur les trucs de Marx. Parce que, par exemple, tu vois, Marx, dans un de ses bouquins, quand il commence à parler, où il parle, en fait, tu vois, ça veut dire que si tu veux, pour Marx, en réalité, il commence, une des manières, tu vois, ça veut dire, au début, je voulais vous ramener les textes de Marx, après, je me suis dit, c'est pas la peine, en plus, c'est difficile, pas tout est, tu vois, c'est pas facile à traduire, à trouver les originaux sur Internet, je me suis dit, je me suis dit, ça, je faisais ça avant, j'ai arrêté ça y est, je peux recommencer à faire un missile. Et tu vois, mais ça veut dire, mais ce que je veux dire, c'est que dans les textes de Marx, de Marx, ça commence, en fait, contrairement à ce que les gens écoutent. Ça veut dire, ces gens, ils ont une mauvaise idée de Marx, mais c'est-à-dire, pour lui, en fait, lui, il veut dire, lui, ce qu'il pense, ça veut dire, comment Marx, il fait la distinction entre, on veut dire, si tu veux, entre être et avoir. C'est pour ça, en fait, que il y a la philosophie existentielle, en fait, elle s'est basée aussi sur Marx. C'est parce que lui, en fait, lui, il pense que ce qui est la réalisation de l'être, c'est la production, tu vois, et ça s'oppose à l'avoir. Tu vois, ça veut dire à ce qui devient une marchandise et à ce qui va avoir qui peut être échangé. Ou pour lui, en fait, quelque chose qui devient une marchandise, qui prend une valeur d'échange, ça devient un fétiche, ce qu'il appelle. Tout ça, c'est le langage de Marx. Mais les gens, ils ont oublié que, tu vois, que Marx, à la base, c'était pas du tout un mec qui était, ça veut dire, mais c'est très existentiel en réalité. Et ça veut dire, en tous les cas, au début du livre, en tous les cas. Mais c'est-à-dire que pour lui, en fait, il dit, oui,
là où est-ce qu'on voit en fait que l'homme il se réalise vraiment dans la production, et c'est pour ça en fait aussi que Marx en fait il est très féministe, c'est parce que tu vois il dit en fait ça veut dire la preuve c'est que l'homme il est vraiment il se réalise dans la production, dans la reproduction. Pour lui, tu vois, pour lui la reproduction c'est l'essence même de la production. Et ça veut dire c'est la réalisation en fait si tu veux et c'est pour ça que lui la première critique qu'il a sur le capital c'est sur le fait que la femme elle a été traitée comme un objet, tu vois, ça vient de Marx tout ça parce que tu vois ce que lui dit, tu vois, en fait ça veut dire comme si la femme elle est traitée comme en fait mais ça veut dire mais pour lui en fait ça veut dire pour lui ça veut dire c'est un outil de production grosso modo, tu vois, mais lui il le met, ça veut dire c'est voilà dans Marx c'est très, tu vois, très compliqué comment est-ce qu'il voit ça, mais ça veut dire que lui dit oui en fait l'homme en fait existentiellement il se réalise à travers la production, ça se voit à travers la reproduction qui on va dire c'est la production ultime, mais en fait tu vois il y a une sorte d'outil de production etc et qu'en fait et pour lui dit tant que la valeur tant qu'on n'en fait pas une valeur d'échange alors, si tu veux, on a gardé la relation, si tu veux, existentielle avec, si tu veux, avec entre le producteur et l'outil de production. Une fois que tu vas en faire quelque chose qu'on peut échanger, que ça devient, si tu veux, tu vois, ça devient une valeur. Alors à ce moment-là, si tu veux, c'est là où ça commence pour lui le fétichisme, le capital, et c'est là où, si tu veux, il y a une sorte de, tu vois, d'aliénation de l'homme par rapport au fait de posséder. Alors c'est en fait quelque chose qui est extérieur à lui. Tu vois, ça veut dire la base de, tu vois, de la philosophie marxiste, si tu veux, elle est basée sur ça. Et moi, je pense qu'en fait, dans ces lois-là, comme on va le voir, il y a beaucoup de choses ça veut dire qu'ils sont et la même chose et pas la même chose. C'est-à-dire qu'à mon avis, tu vois, ça veut dire que si on veut, à mon avis, en tous les cas, la première chose qu'on voit ici, en tous les cas, c'est que, en fait, l'idée, c'est que la Gemara, elle veut faire, à mon avis, ou la Torah, elle fait une distinction entre un outil de production, qui serait la vigne, tu vois, ça veut dire, puisque c'est ça l'idée, tu vois, c'est la parnassa, parce qu'on voit que, a priori, la vigne, c'est pas vraiment, c'est l'avdafka la vigne, en fait, c'est n'importe quel business, on va dire, mais ça veut dire que la vigne, en fait, c'est un outil de production, et la femme, qui serait, en fait, tu vois, un autre outil de production, selon Marx, etc., mais c'est-à-dire que c'est pas la même chose, ça veut dire que c'est pas le même rapport, en fait, si tu veux, à la propriété, c'est-à-dire qu'un outil de production, il serait à toi, et ça, c'est, tu vois, ça, c'est hyper marxiste, que si c'est toi le propriétaire de ton outil de production. Ça veut dire que si en fait ton outil de production, il n'est pas, en fait, comment dire, ça veut dire, il n'est pas vraiment entre tes mains et tu es déjà en association avec quelqu'un d'autre, ça voudrait dire en fait, c'est pas vraiment à toi et tu es déjà dans un truc d'aliénation parce que ça veut dire que tu vois, t'es pas maître quand tu n'es pas maître de ta production, alors en fait, tu te réalises pas en fait à travers ce que tu produis puisque tu es dépendant de quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui expliquerait pourquoi que dans une vigne, si c'est une vigne qui a deux associés, alors tu ne rentres pas de la guerre parce que ça ne veut pas en fait que tu es le propriétaire de la vigne ou que tu vois c'est ta vigne. Alors que dans le cas d'une femme, ça serait différent parce que justement la femme, on va voir a priori, c'est ce qui fait que on a une relation avec une femme et que ça devient, tu vois, ça veut dire que ça devient quelque chose qui est exempt, qui serait une réalisation à faire, qui passe avant la guerre et tout ça. C'est pas un rapport en fait à la propriété, tu vois, en disant c'est mon outil de production, tu vois, c'est quelque chose d'autre, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, mais ça, tu vois, je vais essayer d'expliquer, tu vois, c'est pas par la suite, etc. En tous les cas, tout ça, c'est ce que la Gemara elle parle, c'est bon. Tu vois, c'est ce que la Gemara a dit. Et après, oui, tu vois, c'est à creuser, mais tu vois, je vais essayer de creuser plus, etc. Mais évidemment, le cas, en fait, si vous voulez, que la Gemara n'a pas parlé, ni que Maïmonide n'ont pas parlé, c'est le cas de la maison. Qu'à mon avis, tu vois, ça veut dire, c'est vraiment un cas, en fait, vraiment, comment dire, seuil, ça veut dire entre la femme et l'outil de production, quoi, le champ, l'usine, ou ce que tu veux. En fait, la maison, c'est quelque chose, tu vois, qui est au milieu, en réalité. Ça veut dire, tu vois, c'est parce qu'en fait, on n'est pas dans une, voilà, ça veut dire, en tout cas, je vais essayer d'expliquer. En tout cas, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de la maison? Qu'est-ce qui va se passer dans la halakha si jamais, en réalité, quelqu'un, en fait, il a une maison qu'il a achetée en association avec quelqu'un d'autre ou qu'il a associé sur une maison qu'il n'a pas encore, on va dire, utilisée, ni etc. Ça veut dire, voilà, quelle va être la halakha, tu vois, puisque ni Maïmonide, ni la Gemara n'en ont parlé a priori, dans le cas. Et donc, en fait, le Rav Yosef Karo, dans le Kesef Mishneh, j'essaie d'y arriver à une seconde. Qu'est-ce que je suis en train de faire exactement 2 secondes, il faut que j'arrive à retrouver. OK. Donc, le Rav Yosef Karo, lui, je pense que lui, il va être très définitif. 2 secondes. 2 secondes. Là. OK. Alors, donc ça, c'est Rav Yosef Karo sur le Rambam. Il pose la question. Il demande quel va être le statut de la maison.
Ça veut dire, on voit qu'a priori, dans une vigne, on pense que quelqu'un qui est associé sur une vigne, c'est pas sa vigne. On voit que sur une femme, quelqu'un qui aurait simplement un droit sur une femme, c'est déjà sa femme quelque part, et il faut comprendre pourquoi. Mais en tout cas, quel va être le statut de la maison? Et donc ça, c'est ce qu'il dit le Rav Karo. Il dit, donc, moi, j'ai réduit donc ce qu'il a marqué Maïmonide sur une vigne de deux associés. Il dit, Sham Memra de Rafava, donc c'est une Memra de Rafava, comme on a vu. Et donc, il pose la question, il dit, Vim Tomar, et si tu vas me dire, Lama lo katav Rabbeinu, pourquoi est-ce que Maïmonide n'a pas dit, chez Beit Shel Shutafin, En Chazrin Alav, qu'une maison de deux associés, en fait, on rentre pas, si quelqu'un, il rentre pas de la guerre à cause de ça. V'yilmod Medin Kerem, Shel Shutafin, et qu'on puisse l'apprendre, en fait, du cas du Kerem, de la vigne de deux associés, chez Iskiru Bigmara, comme c'est mentionné dans la Gemara, Keshem Shelama Dina Gozel Kerem, comme on voit que Maïmonide, par exemple, il a dit que quelqu'un qui a volé une vigne, il ne rentre pas de la guerre à cause de ça. Et ça, c'est pas marqué dans la Gemara, c'est parce qu'il a pris de la maison, qui avait marqué clairement dans la Gemara, c'est quand il a volé une maison, il ne rentre pas de la guerre. Donc, en fait, pourquoi est-ce que Maïmonide, il n'a pas parlé, en fait, d'une maison de deux associés? Alors, le Rav Yosef Karo, il va dire que ça veut dire, en fait, que dans la maison de deux associés, ou de plusieurs associés, un type, en fait, il retourne de la guerre pour ça. Ça s'appelle sa maison. Donc, il va dire ça. Il dit, Viesh Lomar, il a lieu de dire, Deshnaim Shamru Bigmara. Donc, ce qu'ils ont dit dans la Gemara que deux, ça veut dire, ça exempte dans une vigne. Que c'est la raison pour laquelle ils ont dit, donc, ça veut dire la vigne des deux associés, on ne retourne pas à cause d'elle. Mais je l'école chad vechad, parce que sur chacun des associés, lo karinan be karmo. C'est pas considéré sa vigne, ameyuchad lo, ce qui lui est destiné, qui est sa vigne. Shen kelomar, donc il va expliquer ce que ça veut dire. Shen lecha ba gefen, ça veut dire que dans toute la vigne, il y aura dans toute vigne, dans toute partie de la vigne, dans tout arbre de la vigne, il n'y a pas une partie shen lashnaim chelekba, où les deux, ils n'ont pas une sorte de partie à l'intérieur, ce qui ferait que personne n'est vraiment propriétaire. Aval Bait Sheshne Shutafin, mais la maison de deux associés, Lo Shayar Behaitama, c'est-à-dire il n'y a pas lieu de dire cette raison-là, des Mistama, parce que Mistama, voilà, c'est simplement, Yesh l'école Echad Makom Meyuchad, Neshtam Eshbo. Chacun, en fait, il a un endroit où il peut l'utiliser, sa maison, la maison. Veshak Pir Karin Beto. Et donc, ça s'appelle sa maison. Je ne vais pas rentrer dans la deuxième réponse qui est très technique, etc. Je n'ai pas envie d'entrer là-dedans, mais qui revient plus ou moins au même. Mais ça veut dire que le Rav Yosef Karo, ce qu'il veut dire, c'est de dire qu'en fait, ça veut dire, lui veut dire que la maison, ça sera différent de la vigne. Ça veut dire, autant pour la Gemara, ça fait évident que la vigne de deux associés, c'est pas ta vigne. Autant la maison de deux associés, c'est sûr que c'est ta maison. C'est ce que lui dit. Alors, Rav Yosef Karo dit, c'est quoi la raison? Ça veut dire, qu'est-ce qui le pousse à dire ça? C'est parce qu'il dit, voilà, dans la vigne, chacun, il est propriétaire de chaque vigne, mais dans la maison, chacun, s'il veut, ça veut dire, il peut se trouver un coin dans la maison qu'il va utiliser pour lui, quoi. Mais, voilà, mais on comprend pas, tu vois, c'est ce qu'il dit. Pour lui, c'est une logique évidente, tu vois, il n'a pas besoin de le prouver, il pense que c'est comme ça, c'est normal. Alors qu'a priori, c'est complètement bizarre, tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire, quelle différence, tu vois, ça veut dire, aussi, tu vas dire dans la maison, chacun dans la maison, il a une partie dans la maison. Et personne n'est vraiment propriétaire en plein de toute la maison. Et s'il parle du fait de pouvoir s'asseoir dans la maison, etc., c'est la même chose dans la vigne. Ça veut dire chacun des associés va recevoir un pourcentage, on va dire, de la production des raisins, ou etc. Donc en fait, c'est exactement la même chose. Et c'est complètement bizarre comment tu vois. Ouais, vas-y, tu veux dire quelque chose. A priori, tu vois ce que Rav Yosef Karo, qui est quand même, tu vois, amateur. Ouais. Parce que dans la vigne, je ne sais pas si ça me rappelle quelque chose d'autre dans une autre mara, mais je ne saurais pas te dire exactement quoi. Mais que dans la maison, on peut dire cette pièce, elle est à lui, cette pièce, elle est à lui. On peut la dénombrer, quoi. Dans la vigne, tu ne peux pas dire cette goutte, elle est à lui et cette goutte, elle est à lui. C'est plus. C'est vraiment mélangé, quoi. Ouais, mais c'est bien. Ouais. C'est pour ça que je comprends ce que tu veux dire, et tu as raison que dans la Gemara, il y a un truc comme ça. Mais ça veut dire, en fait, ces sougiotes-là, ça veut dire, ces sougiotes-là, elles existent. Honnêtement, j'ai pas voulu, tu vois, j'étais obligé, ça veut dire, je pense que j'ai ramené des auteurs qui font allusion, etc. C'est-à-dire, pour expliquer, en fait, je vais dire, pour vraiment être très schématique, on va en parler peut-être un petit peu après, mais techniquement, halakhiquement parlant, ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, ça voudrait dire, est-ce que techniquement, il y a une différence entre une maison et une vigne? À savoir, imaginons,
je sais pas, que la vigne, elle produit du tel et tel raisin, et le mec, il veut se servir et il veut prendre ces raisins-là et pas les autres raisins, par exemple. Alors qu'il est associé à 50-50 sur tout le truc. Ou bien, dans une maison, quelqu'un, je sais pas, ils sont associés à 50-50 sur une maison, un type, il dit, je veux utiliser maintenant je sais pas, le balcon ou la cour ou la salle des fêtes ou whatever. Tu vois, quelle est la halakha par rapport à ça? Et en réalité, tu vois, ça veut dire, la halakha, elle est, si tu veux, pour dire en deux mots, c'est basé sur deux grandes sougiotes, mais ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que ça fait aucune différence. Il y a la première sougia qui, en fait, tu vois, qui n'est pas notre sujet, mais c'est la sougia de yesh brera ou en brera. Ça veut dire, en fait, ça, c'est une sougia générale, ça veut dire, en fait, c'est, est-ce que quand quelqu'un, en fait, est-ce que quand il y a quelque chose, en fait, dans une situation qui est, en fait, non définie, c'est une hakira générale dans tout le Talmud, ça veut dire une situation non définie. Par exemple, dans ce cas-là, voilà, dans le cas des deux associés, imaginons, parce que si tu veux, là où on va dire, pour prendre le cas le plus simple, on va dire, imaginons qu'il y a les deux associés, et les deux, ils ont fait le vœu de ne pas tirer profit l'un de l'autre, parce qu'ils se détestent, etc., ce qui est très fréquent chez les associés. Donc la question est de savoir, est-ce qu'ils peuvent s'installer dans la maison, par exemple? Est-ce que ça veut dire je tire parti de ta partie ou pas, tu vois? Et donc la Gemara, elle va dire oui, en fait, ça dépend de ce qu'on dit yesh brera, parce que si on dit yesh brera, ça veut dire que à partir du moment où maintenant je suis installé dans cette chambre, ça veut dire que c'est la chambre que j'ai choisie dans ma partie, donc ça veut dire que je tire pas profit de la partie de l'autre, et donc j'aurai le droit. Si tu dis yesh brera, ça veut dire en fait que la chose que j'ai choisie, elle détermine que c'était ça ma partie depuis rétroactivement, si tu veux. Et par contre, si tu dis en brera, ça veut dire en fait que non, ça veut dire que même si maintenant j'ai l'usufruit en fait de cette chambre parce que tu ne peux pas m'en empêcher, ça ne veut pas dire que c'est ma partie dans l'association, c'est simplement que ça veut dire c'est un accord que toi tu utilises ça, moi j'utilise ça, et donc dans ce cas-là, chacun il tire profit de l'autre, et donc aucun des deux n'a le droit de rester dans la maison, quoi. Ça, on va dire, c'est un des cas, par exemple, tu vois. Mais ça c'est une des choses, tu vois, ça s'appelle yesh brera ou en brera. Mais cette rakira, si tu veux, elle existe exactement la même chose dans la vigne. Ça veut dire, si tu lis dans une maison, tu vas dire exactement la même chose dans un vignoble, ou aussi, on va dire, si jamais les types, ils n'ont pas déterminé quelle est la part de l'autre, etc., et qu'ils sont associés à 50%, surtout, ou 60-40, quel que soit le terme de l'association. Là aussi, tu vois, ça veut dire, si jamais un type, il décide, il dit, je veux cette bouteille, ou je veux ce tonneau, ou je veux la production de cette rangée de vignes. En fait, tu vois, ça veut dire, là encore, ça va être une question de yesh brera ou en brera. Ça veut dire, si jamais c'est déterminé, alors c'est oui sa partie. Sinon, non, tu vois, c'est qu'un accord, tu vois. Et donc, a priori, il n'y a pas de différence que je veux dire par rapport à ça. La deuxième grande souga, à mon avis, qui rentre là-dedans, et qui aussi, ça, c'est la halakha, c'est la souga de avid inish dinal et nafshe. C'est-à-dire qu'un homme, il peut se faire justice lui-même. C'est-à-dire que dans la halakha, c'est une discussion. Si par exemple, en fait, imaginons, justement, c'est le cas où il y a un contentieux entre les associés. Et donc, voilà, imaginons, je ne sais pas, tu es associé à 50-50 sur une maison ou sur une vigne ou j'en sais rien, sur un magasin. Et il y en a un des mecs, peu importe, ça veut dire il n'est pas content, ça veut dire whatever, il change les serrures ou j'en sais rien, et tu ne peux pas avoir accès si tu veux, à ta partie des tonneaux ou j'en sais rien, etc. Est-ce que toi, tu as le droit, en fait, si tu veux, de casser les serrures et de rentrer, de prendre ce qui te revient? Et la halakha, elle est comme ça. Ça veut dire qu'un homme, il peut se faire justice lui-même. Il n'y a pas besoin d'aller au Beddin, rien du tout. Et ça veut dire, chacun, en fait, tu vois, il peut prendre les trucs. Et après ça, tu vas au Beddin après, quoi. Si tu veux, si l'autre, c'est des histoires. Mais toi, tu as le droit de rentrer dans ton truc et de te servir, quoi. Et t'as pas besoin de demander tu vois, puisque l'autre, il avait pas le droit de te bloquer. Tu vois, et ça veut dire, c'est que ça veut dire, grosso modo, c'est que qu'entre des associés, c'est la jungle, quoi, grosso modo. Techniquement parlant, sur halakha, il peut se casser la gueule, même a priori s'attaquer physiquement. Il est marqué a priori, dans la halakha Kipchuto, on a l'impression qu'ils peuvent même s'agresser physiquement et le Beddin, il va pas intervenir. Tu vois, ça veut dire qu'ils viennent ensuite, tu vois, ça veut dire, et en fait, les deux, ils ont le droit, quoi. Ça veut dire. Et ça, c'est vrai dans une vigne, tu vois, et c'est vrai dans une maison, quoi. Il n'y a pas de différence, tu vois. Ce que je veux dire, c'est, si tu veux, il n'y a pas de. Donc, c'est pour ça, en fait, tu vois, c'est ça, si tu veux, la grosse question qu'il y a sur la VSF, c'est que techniquement, tu vois, ça veut dire, au fond, il n'y a aucune différence. Ça veut dire que ce soit si jamais quelqu'un il veut se servir sur la production du vin ou même sur.
il veut une partie des vignes, ou quelqu'un voudrait une chambre, ou il voudrait dans une maison. En fait, au fond, il n'y a aucune différence. Et c'est pour ça, en fait, que ce qu'il dit le Rav Yosef Karo, c'est hyper étonnant parce que lui, il voit ça comme un truc évident, tu vois. Ça veut dire, ouais, c'est sûr que dans une maison, chacun, en fait, il a sa maison, chacun, il peut utiliser ce qu'il veut. Et dans une vigne, non, tu vois, les deux, ils sont associés sur toute la vigne. A priori, ça dépend de cette souga de Yesh Brera ou En Brera, que c'est une souga générale sur tout le Talmud, etc., qui est discutée, etc. Et en plus de ça, ou bien sur la souga de Avid Nijnel et Nafché, ça veut dire, est-ce qu'un homme peut se faire justice lui-même et que ça change vraiment rien au niveau du Choshen Mishpat sur quoi tu es associé, si c'est sur une maison ou sur une vigne. Et donc, c'est pour ça que les paroles, tu vois, de Rav Yosef Karo, ils sont très étonnantes, tu vois ce que je veux dire. Et bon, ça veut dire ce que je veux dire. Cette question-là, honnêtement, elle est retrouvée chez un contemporain du Rav Yosef Karo. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, j'espère que je pourrai le retrouver d'ailleurs, disons que oui. Tu vois ce que c'est ça, ouais, je pense. Ouais, donc voilà, donc ça c'est le Gouffé à la Chod de Rav Shlomo Ben Avraham El Ghazi, à mon avis, donc c'était à l'auteur a priori, tu vois, ça veut dire qu'il était un auteur contemporain de Rav Yosef Karo et que tu vois, il y a beaucoup de fautes en fait, même dans l'impression. Et en fait, mais bon, je lis quand même, tu vois, ce qu'il a marqué, où il pose cette question qu'on a dit, tu vois, on ne comprend pas qu'est-ce que le Kesef Mishneh veut dire. Et oui, je vais essayer de le lire. Il dit Vechen Kerem Shashne Shutafin, et ainsi donc dans la vigne de deux associés. Il dit Katav Kesef Mishneh, le Kesef Mishneh, il a dit Zal, que c'est Morsa Beni visait le Shono, Umash Rabenu, j'imagine, Umash Katav Kerem Shashne Shutafin. Est-ce qu'il a parlé de la vigne de deux associés? Ad Mashekatav Aval Bait Rosh Haïta Ama, mais que dans une maison, on ne peut pas parler, on ne peut pas utiliser la même raison. Il dit Lo Havinoti, je n'ai pas compris. Ilwa Shutafin, c'est de quel associé il parle? Manavshar, de deux choses l'une. Im Kolechad Bugar Kelko, si chacun, en fait, il a déjà délimité sa partie dans la vigne, alors Gam Bekerem Mekaimin Mekaiminan Karmo Shel Kolechad. Ça veut dire même dans un vignoble, chacun, en fait, maintenant, il a sa vigne. Veimlo Birer Kolechad Chelko. Et si on parle d'une association où chacun n'a pas, en fait, délimité d'une manière claire sa partie, Vein Brera, encore, donc il revient à cette histoire de dire qu'on ne dit pas le concept de Brera. Gambebay, même dans une maison, Kol Zavid Vezavid, Yashkelek Lishnem, chacun, en fait, il a une partie dans les deux. Vein Zebeto Amiyuchad, et c'est pas sa maison spécifique. Donc, ça, à cause de ça, tu vois, ça veut dire le Rav Shlomo Ben Avraham El Ghazi, comme j'avais jamais parlé jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire le nom El Ghazi, il est très connu parce que, à cause je pense, d'un enfant, un petit enfant à lui qui était, lui, je sais pas de quel siècle, hein, c'est marqué, mais c'est un plus ou moins contemporain, peut-être un siècle après Rav Yosef Karo. Mais ça veut dire, mais ça veut dire, tu vois, donc lui, il va discuter sur ce que dit Rav Yosef Karo. Lui, il va dire que non, a priori, il n'y aura pas de différence entre une maison et une vigne. Ça veut dire, dans les deux cas, ça veut dire, si jamais, en fait, si on considère que dans une vigne, tu n'es pas le propriétaire de la vigne, alors parce que tu es associé avec quelqu'un, alors dans la maison aussi, en fait, si tu es pas propriétaire de la maison, si tu es associé avec quelqu'un. Tu vois, donc c'est ce qu'il dit, tu vois, je vais pas rentrer dans la suite parce qu'après, il y a plein de fautes. À mon avis, il y a des lots qui manquent, des négations qui manquent, qui changent tout le sens. Mais j'ai relu plusieurs fois, après j'ai accès à une autre version et c'était aussi les lots qui manquent. Mais pour moi, c'est clair qu'il y a les lots qui manquent, quoi. Ça veut dire, je veux dire simplement la première phrase pour pas m'embrouiller, parce que voilà, j'ai pas envie d'entrer dans des trucs, mais c'est clair que c'est ce qu'il a dit. L'agneau d'Atil Omar, Behefer, ça veut dire, il me semble qu'il faut dire le contraire. Des Ural et Rabbeinu, qu'il pense le Rambam, Binaka, Bigmara, Adin, Bekerem, Shechne, Shutafin, qu'on a dit cette halakha en ce qui concerne les deux associés dans la vigne. Bilvad, le vélo, Nakat, Bebaït, et on n'en a pas parlé dans la maison. C'est pas parce que dans la maison, en fait, la loi ne s'appliquerait pas, mais Jum des Savard de Bebaït Pshita. C'est parce que dans une maison, c'était évident pour l'Agmara que c'est pas ta maison si tu es associé avec quelqu'un. Et il va expliquer pourquoi, parce qu'en fait, ce qu'il veut dire, c'est simplement, je lis la phrase après ça, il dit des Bebaït, Shachne, Jutafin, Chosrin. C'est évident que, donc ici, il faut dire En Chosrin, tu vois, à mon avis. C'est-à-dire que dans la maison de deux associés, on ne revient pas. Dea Yalif Mishum, Dea Yalif Veyashuv les Beto. Parce que le verset dit dans le passage qui rentre dans sa maison. Alors que dans la vigne, il y a marqué celui qui a planté une vigne. Et qu'il l'a pas. Donc il dit,
C'est pour ça que lui, ce qu'il veut dire, c'est que dans la Gemara n'a pas parlé de la maison, parce que comme dans la maison, c'est marqué explicitement sa maison, c'est évident que la maison de deux associés, tu rentres pas. Mais elle avait besoin d'expliquer sur la vigne, parce que dans la vigne, il est marqué celui qui a planté une vigne. Alors, elle avait besoin d'expliquer, non, qu'une vigne de deux associés, on rentre pas. Mais c'est pas comme Rav Yosef Karo, il veut dire que la loi, elle s'applique pas, en fait, si tu veux, dans la maison. Voilà, donc bref, tu vois, donc, mais c'était pour vous dire ça veut dire qu'a priori, c'est difficile, voilà, voilà. Deuxièmement, merci parce que j'ai foutu, bon, c'est pas grave, j'aurais pas dû faire ça, mais ça veut dire j'aurais pas dû arrêter les chasserines. En fait, tu vois, ça veut dire simplement, je vais amener aussi le Lechem Mishneh, donc qui est un auteur encore plus un peu postérieur, mais qui est sur le Rambam, etc. Donc, je vais essayer de chasserines, maintenant, je dois refaire. Désolé de vous avoir enlevé ça. Et j'arrive. Ouais. Ça devrait marcher, je vais zoomer. Donc, j'enlève ça. Voilà, donc le Lechem Mishneh, lui aussi, en fait, il va aussi discuter sur ça. Il va être pas d'accord avec Maïmonide, avec le Rav Yosef Karo. Et il va apporter une preuve du Talmud de Jérusalem. On va regarder un peu le Talmud de Jérusalem. Donc, en tous les cas, donc lui, après avoir ramené ici, donc ça, c'est le Lechem Mishneh, c'est un commentaire qui est sur la page de Rambam, qui était aussi un peu postérieur. Hein, encore une fois, je vais citer les noms. J'ai ici, le Mishneh, c'est Moshe Abraham Dibouton. Maintenant, je ne sais pas de quand ça date exactement. Regardez dans Wikipédia. Et donc, donc là-bas, il dit la même chose. Lui aussi, il est contre ce que dit Rav Yosef Karo. Donc, il dit Omikolm Kacheli al Devarav. Ça veut dire, lui, il dit c'est difficile pour moi sur ce qu'il a dit le Kesef Mishneh, donc Rav Yosef Karo. Ben etirutz kama, ben etirutz batra. C'est-à-dire quoi qu'il en soit, parce que Rav Yosef Karo, il a donné deux réponses. Mais comme je vous dis, la deuxième, elle est plus technique, mais elle revient au même. En tous les cas, des mashma, des hitlé, des baït sheshne shutafin, que la maison de deux associés, choser, ça voudrait dire en fait que le type, il est associé dans une maison, il rentre de la guerre, ça s'appelle sa maison. Il dit au Berusham, il mashma. Donc lui, le Lechem Mishneh dit, dans le Talmud de Jérusalem, on voit que c'est marqué clairement pas le contraire. Et donc, je vais simplement expliquer ici, Damar, Sham et Perek Mashouar Milchama, parce qu'on dit là-bas dans donc, le Perek Mashouar Milchama, qui est le chapitre de Sota dans lequel on parle, où là-bas, la Gemara pose la question explicitement. Contrairement, on va voir le Talmud Yerushalmi dans les mois après, où la Gemara, elle a ramené donc l'histoire de la Shomeret Yavam, donc une bonne femme qui tombe devant quatre frères, où en fait les quatre maintenant ils rentrent de la guerre. Donc, à Filou Shomeret Yavam, la Hamisha Achim. Et la Gemara, elle pose la question, elle dit, mais alors ça veut dire que dans une maison où il y a 5 associés, les 5 aussi, ils rentrent de la guerre. C'est bon? C'est bon. Et la Gemara ne dit pas 5 associés. Le Yerushalmi, pour moi, c'est important. Il parle d'une maison qui est tombée devant 5 frères. Ça voudrait dire, imaginons que, voilà, ils héritent. Et donc maintenant, donc, tous les frères, ils vont recevoir, il y a une seule maison, on va dire. En tous les cas, ils sont tous associés dans la maison, ou ils sont associés sur toutes les maisons, peu importe. Mais ça veut dire, est-ce que ça veut dire que tous les frères, en fait, maintenant, ils vont rentrer de la guerre? C'est comme la Yevama. Ça veut dire, puisque chacun, maintenant, il a une maison, ou il a un droit sur une maison qu'il n'a pas encore utilisée. Alors, la Gemara répond non. Elle dit Taman, là-bas, en ce qui concerne la Yevama, En kol echad vechad raoui lishev bo. Ça veut dire, non, pardon, là-bas, dans le cas de la maison, pas tout le monde, ça veut dire, pas tout le monde va pouvoir avoir la maison. Baram acha, ici, kol echad vechad raoui liyabam, ici, tout le monde peut faire yibum. Donc, le Talmud de Yerushalmi, il est vraiment difficile, tu vois, ça veut dire déjà, on n'avait pas compris que le Talmud Babli demande la clarification avec la vigne, mais là, avec la maison qui tombe en héritage, c'est encore plus bizarre, tu vois. Ça voudrait dire, mais en tout cas, chez nous, les Yerushalmi, c'est pas marqué vraiment comme ça. En tout cas, ce qu'il veut dire, c'est qu'on voit dans les Yerushalmi, c'est que la maison, ça, c'est de plusieurs associés, ça ferait que tu rentres pas en guerre, puisque la Gemara, elle pose la question de la Yevama à la maison. Donc ça veut dire que c'est contrairement à ce qu'a dit Karo qui dit qu'une maison, en fait, on rentrerait de la guerre. Mashma d'Akushia chez Kshubi Gemara d'Idan Mikerem chez Jutafin. Il semblerait que la Gemara, donc dans le Talmud de Jérusalem, la même question que le Talmud de Babylone, il a demandé de la vigne. Le Talmud de Jérusalem, il demande de la maison. Quelle différence entre la Yevama et ça veut dire le Talmud de Jérusalem, il a demandé quelle différence entre la Yevama sur 5 frères et la vigne de 2 associés. Le Talmud de Jérusalem, il demande quelle différence entre la Yevama sur 5 frères et l'héritage à partager. Et en tous les cas, la Gemara dit que ils ont demandé de la maison. Et Mken Baït Echad, en tous les cas, on voit que la Gemara, elle dit clairement, le Talmud de Jérusalem, il fait une distinction. Il dit que Baït Echad Lechamesh Shachin, que ça veut dire une maison pour 5 frères, Ayalaim Larzor Kol Echad Ve'echad. La Gemara, elle pensait que si qu'on ressemblait ça au cas de la Yevama, chacun il devrait rentrer.
Tirtsou, et ils ont répondu des Sham en kol echad ve'echad raoui leshev bo. Et l'Agma a répondu que pas chacun peut habiter dans la maison, ce qui est très bizarre. Bara macha, mais par contre dans le cas de la Yevama, kol echad ve'echad raoui leyavem, chacun il peut faire yibum. Machma, en tous les cas, ce qu'il veut dire, en tout cas, le Mechem Mishneh n'explique pas quelle est l'intention du Talmud de Jérusalem. En tout cas, Machma de Kaim ou Baït Shavim, en tous les cas, ce qu'on voit du Talmud de Jérusalem, si on fait les maths avec le Talmud de Babylone, c'est que la vigne et la maison sont la même chose, contrairement à ce que Rav Yosef Karo il a dit. Au Baït Sheshne Shutafin et la maison de deux associés, Nami et Norchoser, là aussi, il ne devrait pas rentrer de la guerre, comme Bekerem, comme dans une ville. Je ne comprends pas parce que, en fait, dans le cas de la maison de la Yevama, on voit bien qu'il y a un potentiel, mais il n'y a qu'un seul élu. Et c'est pas, alors, ils le mettent, bon, alors pour les Yevama, ok, donc il y en a un, c'est pareil pour la maison, a priori, ils choisissent cette solution, c'est-à-dire que personne ne va cohabiter dans cette maison. Finalement, elle va échoir à un des frères. Je suppose qu'il y a des indemnisations ou des trucs, je ne sais pas comment ça se passe, mais bon, mais finalement, on considère que une maison, elle doit appartenir qu'à un seul. Enfin, il y a un seul qui doit. C'est bizarre là. C'est pas très communiste, quoi. Je veux dire, on va partager la maison, mais en fait, l'idée, c'est que ça se fait en deux temps, quoi. Il y a un potentiel où tout le monde hérite, où tout le monde a une zika, et puis il faut trancher pour un seul, quoi. Donc, j'arrive pas à comprendre pourquoi il y aurait une différence. C'est tout à fait raison, parce que tout est incompréhensible. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, c'est juste pour te dire, tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que je veux dire, tout ce que je voulais montrer dans toutes ces histoires-là, c'est que c'est vrai que maintenant, ça veut dire, c'est comme tu dis, avant le partage, c'est un peu ce qu'il a demandé le Rav Shlomo Ben Avraham El Ghazi, c'est-à-dire, en fait, c'est avant le partage, tout a un droit sur tout le monde, tout un droit sur tout, comme dans le cas de la Yevama, de la maison, ce que tu veux, de la vie. Et après le partage, bon, chacun il a sa partie, et donc tu peux dire chacun il a sa vie, quoi. Et en fait, tu as tout ce que l'Agmar Axol, le Talmud de Babylone, de Jérusalem, le Rav Yosef Karo, tout ça, c'est complètement, tu vois, c'est loufoque, ça veut dire c'est incompréhensible, ça veut dire si on envisage ça, tu vois, d'une manière à la règle pure, c'est impossible en fait de comprendre en fait, tu vois, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, comment ça marche, tu vois. Parce que tu vois, pour être honnête, tu vois, ça veut dire en fait le Talmud de Jérusalem, il dit encore quelque chose de différent. Tu vois, parce que lui, comment est-ce qu'il a ramené en fait, lui il dit en fait, il dit que pas tout le monde peut avoir la maison, alors que dans la femme, dans le Yiboum, tout le monde peut avoir la femme. Ce qui est bizarre, comme tu as dit, puisqu'il suffit de savoir des indemnisations, quoi qu'il arrive, tu vois ce que je veux dire. Donc chacun, en fait, il peut choisir la maison, ils ont qu'à se battre, ou j'en sais rien, comme ils vont se battre sur la meuf, tu vois, j'en sais rien. Tu vois, mais ça veut dire, mais en tout cas, donc c'est étrange, mais dans le Talmud de Jérusalem, c'est marqué encore différent. Tu vois, d'une manière vraiment, la terminologie, voilà, j'ai essayé de ramener, nous, le Talmud de Jérusalem qu'on a, il est un peu différent, je le ramène ici. Tu vois, puisque chez nous, en fait, voilà, ça vous l'avez ici, voilà. Vous l'avez ici avec les voyelles, avec la traduction en anglais en plus, c'est pas rien. Donc, Philo Shomet, Yavam, donc l'Agma, elle avait, chez nous, donc on a vu dans la ville de Babylone, l'Agma avait demandé quelle différence entre la vigne et la Yevama. Donc, comme il a dit le Lachem Mishneh, l'Agma, elle demande la question entre la Yevama et la maison, et qui serait tombée ici en héritage. Je pense qu'il y a une différence. Je pense que moi, j'ai fait une différence en tous les cas, peut-être entre une maison qui est achetée ou construite avec un associé et une maison qui tombe en héritage, peut-être qu'il y a une différence. En tous les cas, pour être honnête avec, en tous les cas, la terminologie du Talmud de Jérusalem, le Talmud de Jérusalem, il demande sur la maison qui est tombée devant les frères. Ça veut dire, a priori, en héritage. Donc, je lis le Talmud de Jérusalem. Il y a Philo Shomeret Yavam la Hamisha Achim, donc même une Shomeret Yavam pour 5 frères, veut dire Kvata, et donc, et ça serait la même chose. Alors, à Philo Baïd Echad et Hamisha Achim, que si jamais il y a une maison qui tombe en héritage sur les 5 frères, les 5 frères, maintenant, ils n'ont plus besoin d'aller en guerre. Alors, elle répond, Taman, ça veut dire là-bas, En kol echad vechad raoui leshev bo, ça veut dire, pas chacun peut, c'est un peu ce qu'il a dit, le Hamishneh, pas tout le monde peut s'installer dans la maison, Macha, mais ici, kol echad vechad raoui leyavem, chacun pourrait faire yibou. Et l'Agma, après ça, elle continue, le Talmud de Jérusalem, il continue, il dit, Madame est là, à quoi ça ressemble? Ça veut dire, à quoi le cas de la Yevama, à quoi le cas d'une maison qui tombe en héritage devant 5 personnes, ça ressemble? Au cas que je vous ai parlé, de Kidesh Isham et Arshav, la Achar, Shnaim Asar Chodesh, que si quelqu'un, donc il a marié une femme en mettant une condition de 12 mois, Chodesh Veshalem Azman Bamilchama, et donc à ce moment-là, et que finalement, donc en disant Me'arshav, tu vois, ils disent les jamais Me'arshav, comme il dit le Rambam, ça veut dire à partir de maintenant, donc ça veut dire qu'il s'est réservé et que personne d'autre ne peut faire une action, on va dire, si tu veux, de truc, et comme c'est rétroactif,
alors Beshalem Azman, Bamilchama, Choser ou Valo, donc il peut revenir. Donc quand le temps arrive devant la guerre, comme il avait il avait parlé de Me'arshav, et donc en fait ça va être proactif. Donc à ce moment-là, il ne va pas en guerre après que le temps soit échu. Mais évidemment, la question qu'il y a sur le samedi Yerushalmi, c'est que ça, c'est pas Me'arshav. Ça veut dire, dans une Yevama, le type, il n'a pas de préhension par rapport aux autres. N'importe qui peut sauter dessus, tu vois. Donc en fait, c'est pas comme s'il avait dit Me'arshav. C'est comme le deuxième cas où il n'y a pas Me'arshav, où elle est interdite, où chacun, en fait, il peut faire son acte de mariage, il peut faire sauter son truc à lui, tu vois. Donc, tu vois, c'est pour ça que c'est super compliqué, tu vois. Donc, en fait, donc, voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, au niveau à la RIC, tu vois, plus ou moins, on est dans une impasse, tu vois, je veux dire, voilà, même, tu vois, j'ai ramené, tu vois, ça veut dire, voilà, j'ai ramené, si vous voulez, après, moi, j'ai pas envie, tu vois, ça veut dire, comme ça n'existe pas sur Sefaria ni rien, donc je vais la ramener sur de Bar-Ilan dans en copy-paste sur le chat, tu vois, la gotte, tu Emek Ameler, que tu vois, qui lui, simplement pour, mais bon, je suis pas vraiment la peine de le faire dans les mots, ça veut dire, grosso modo, c'est qu'il pose toutes les questions qu'on a demandées, et, en fait, grosso modo, il botte en touche, tu vois, pour me dire la vérité, quoi. Mais c'est pour vous dire, tu vois, voilà, que grosso modo, ça veut dire, pour arriver à l'histoire, c'est que, en fait, ici, on arrive dans une impasse à la crique, tu vois, c'est-à-dire, grosso modo, quelle différence déjà entre la vigne et la femme, ça veut dire, entre la vigne et la Yevama, entre la maison et la Yevama, et ensuite, tu vois, qu'est-ce que Rabbi Yosef Karo, qui est quand même l'auteur de Shulchan Aruch, qui fait une distinction entre la vigne et la maison, et les autres auteurs, tu vois, qui disent le contraire, en fait, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça fait pas sens, tu vois, tout ça, c'est pas compréhensible. Et donc, c'est pour ça, quand je vous dis, tu vois, en fait, que ça, ça veut dire le truc, c'est, tu vois, que, en fait, quand tu arrives à une impasse salariée où personne n'explique plus rien, en fait, tu vois, tu peux utiliser la philosophie pour expliquer, tu vois. Mais moi-même, je suis pas convaincu de cette méthode parce que, en fait, tu vois, c'est un peu, tu vois, comme je veux dire, après, c'est pour prendre une métaphore footballistique, tu vois, ça veut dire, il manque un peu de transition au milieu, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, c'est un peu, tu vois, c'est comme quand tu vois, ça veut dire, tu bottes en touche et tu dis, OK, bon, on va faire ça. Et puis, en fait, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'à travers la philosophie, en fait, ça veut dire, l'idée, c'est de prendre, tu vois, ça veut dire, la seule manière. Donc, et ce que je veux dire, l'impasse à la rigue, elle existe, honnêtement, tu vois, voilà, pour vous dire que, voilà, ça veut dire, c'est ce qui a marqué dans les textes. Vous allez, dans les textes, personne, en fait, n'a trouvé, ne sera plus explicatif, quoi, dans les auteurs, même après, tu vois, ça veut dire, leur sa mère, il parle un petit peu, mais ça reste aussi toujours la même chose, c'est pas compréhensible. Enfin, il donne des éléments de réponse, peut-être, qu'on va regarder, etc. Mais pour moi, en tout cas, ce que ça voulait dire, tu vois, c'est pour ça que je vais utiliser, si tu vois, la philosophie pour essayer de répondre, pour essayer d'expliquer, si ce n'est pas de répondre, tu vois, d'expliquer. Et donc, pour moi, en fait, ce que je veux dire, c'est que, clairement, en fait, si tu veux, on veut, la Torah, ici, elle veut nous apprendre, en fait, que le rapport à la propriété, ou qu'est-ce qui est considéré, en fait, comme étant une possession, il est différent en ce qui concerne, on va dire, une maison, et en ce qui concerne une vigne, et en ce qui concerne une femme. Puisqu'en fait, tu vois, a priori, ce sont des statuts différents. Et la question, c'est l'idée de l'association, à mon avis, elle est centrale par rapport à ça. Et donc, encore une fois, on va prendre, c'est-à-dire pour moi, le cas le plus évident, puisque c'est le cas qui a l'air le plus explicite dans la Gemara, que dans le Talmud de Babylone, de Jérusalem, ce que Maïmonide il a parlé, c'est le cas de la vigne, où en fait, tu vois, on comprend, et ça, c'est un truc assez, on va dire, qu'on retrouve énormément dans la halakha d'une manière générale, dans les lois de dommages et intérêts, etc. C'est que, en fait, c'est que la Gemara considère que s'il y a quelque chose qui produit, ça veut dire un outil de production, si jamais, en fait, on est associé dessus avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, quel que soit en fait le pourcentage de l'association des différents associés, en réalité, chacun en fait, il a comme une sorte de droit général sur toute la production. Parce qu'en fait, comme sa partie, elle peut bloquer tout le processus, il se trouve que chacun en fait, si tu veux, par sa possibilité, tu vois, en fait, si tu veux, de stopper la machine, tu vois, de stopper l'outil, en fait, tu vois, en fait, il se retrouve en fait avec un droit général sur tout ce qui est produit par la chose, tu vois. Et qu'en fait, d'une manière générale, on a l'impression que ça revient un peu à ça, à cette histoire-là, en disant, si jamais il y a une association à la vigne, et en fait, on voit bien que ce qui est important dans l'histoire de la vigne, c'est la chose qui va être produite. En fait, donc ça veut dire, si tu es pas en fait autonome à 100% c'est-à-dire sur ton outil de production, sur ta capacité à produire, en réalité, c'est pas ta production. Et tu vois, et ça, c'est vraiment Marx. Ça, pour le coup, c'est dans le Capital. Tu vois, ça veut dire, c'est un des éléments que Marx dans le Capital, il explique en disant que, à la base, tu vois, ça veut dire l'homme, en fait, il est libre, tant qu'en fait, il est propriétaire de son outil de production. Et qu'une fois qu'on a enlevé, en fait, l'homme, il devient dépendant d'autres pour l'outil de production. Donc, en fait, il perd, en fait, sa capacité, en fait, on va dire, même à exister, ou en tous les cas, à être, on peut dire, à être producteur. Si tu veux, c'est pour ça que
Marx, si tu veux, pour reprendre Marx, ça c'est la partie de Marx qui ne nous intéresse pas, et qu'à mon avis, je pense, tu vois, que la Gemara, on pourrait voir ailleurs des choses pareilles, mais ça veut dire que l'erreur de Marx, on va dire, si tu veux, parce que Marx, il intuitionne, et ça a été vu à son époque comme un génie, comme quelque chose, tu vois, qui était très visionnaire, et alors que maintenant, ça s'avère de plus en plus comme ayant été une erreur, c'est que lui dit, en fait, comme, en fait, on va être obligé, ça veut dire, lui, il pense que le capital, il l'oblige, en fait, si tu veux, à mettre en commun les objets de production, les outils de production, donc de créer une interdépendance en ce qui concerne les outils de production. Donc, si tu veux, l'homme, il est nécessairement voué à être aliéné, parce qu'en fait, si tu veux, ce qui libère l'homme, c'est en fait, c'est d'être propriétaire de son outil de production. Et donc, pour lui, c'est la seule manière, en fait, de sortir de l'aliénation de ça, c'est de créer une propriété commune où tout le monde est associé sur tout, quoi. C'est ça, en fait, le raisonnement de Marx. Et en quoi, tu vois, c'est une erreur? Parce qu'en fait, on voit aujourd'hui, et là, c'est ce que la Gemara dans les Vamot, je pourrais citer ces Gemara, je n'ai pas ramené ici, mais la Gemara dans les Vamot, elle a une vision autre en se basant vachement sur des versets des prophètes, etc., où elle pense qu'au contraire, en fait, l'homme, en fait, dans la vision, ça veut dire cette étape, en fait, puisque la mondialisation, si tu veux, c'est parce que cette période, ça veut dire cette époque économique, si tu veux, de la mondialisation, elle a déjà existé. Ça veut dire qu'elle a déjà existé à l'époque de l'Empire romain. C'est-à-dire, tu vois, ça veut dire que si tu veux, pour expliquer l'histoire, c'est qu'à l'époque de l'Empire romain, etc., ça veut dire même après, l'Empire grec, enfin toute la période, ça veut dire du deuxième temple et post-deuxième temple, si tu veux, les rabbinim, ils ont vu en fait une sorte comment dire, de switch, je sais pas comment dire, de passage d'une économie qui était agricole, qui était prévue par la Torah, avec les lois de la Shemitah, du Yovel et compagnie, etc., qui interdit le prêt à intérêt, tous ces machins-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'était basé sur une économie agricole, pas une économie de marché, où en fait, si tu veux, la richesse d'Israël, elle était faite par le fait que c'était une plaque tournante du commerce dans la Méditerranée, et que en fait, elle jouissait d'une place énorme, ça veut dire d'une prépondérance et d'un commerce, donc d'une prospérité économique grâce à l'Empire romain si tu veux, qui assurait la sécurité, si tu veux, dans toute la Méditerranée et qui permettait le commerce et Jérusalem et tout ça, et Césarée et tout ça, ils étaient au top à ce moment-là parce qu'ils en profitaient à mort, quoi. Et comme ils disent dans l'histoire, normalement, des Romains, tel qu'ils le voient, c'est que les Romains, ils voulaient leur part du gâteau, ils en avaient marre que les Phages, ils payent pas les taxes et ils sont venus sur le temps rien que pour ça, quoi. Ça, c'est l'histoire vraie telle qu'elle est racontée par les Romains. Et tu vois, mais ça veut dire, c'est sûrement la vraie chose. Tu vois, ça veut dire que le temple, c'est un dommage collatéral. Mais tu vois, mais grosso modo, tu vois, ça veut dire qu'ils ont vu ce switch-là. Et la Gemara, si tu veux, elle a vu, ça veut dire elle a cherché, c'est-à-dire dans les prophètes, ça veut dire c'est une Gemara dans les Vamot, mais c'est dans plusieurs endroits, où la Gemara pensait que ça, en fait, c'était qu'un passage, c'est-à-dire cette mondialisation de l'économie qui avait été vécue, on va dire, cette Méditerranée, ça veut dire, en fait, c'était un passage, mais qu'à l'époque messianique, chacun allait revenir à l'agriculture et si tu veux, comment dire, à reprendre, en fait, tu vois, à vouloir reproduire, à vouloir devenir autonome par rapport à ses moyens de production. Et d'une certaine manière, tu vois, ça veut dire, moi je pense, tu vois, ça veut dire, et ça veut dire, pour faire la Gemara dans les Vamot, si vous voulez, etc., ça veut dire sur ça. Mais ce que ça veut dire, c'est, moi je pense que c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que on voit que de plus en plus, ça veut dire même si les grandes compagnies, les grands machins et tout ça, etc., continuent à subsister, etc., à prospérer, et si tu veux, à se prendre des cotes sur tout ce qui se passe, mais ça veut dire, mais d'une certaine manière, on voit bien en fait que si tu veux, chacun est en train de revenir maintenant sur, on va dire, du small business et qu'ils utilisent en fait, si tu veux, tous les produits, tous les moyens de l'informatique et tout ce qui nous est donné aujourd'hui pour devenir de plus en plus indépendants et en fait plutôt d'être, tu vois, ça veut dire d'être producteur, ça veut dire d'être tu vois, ça veut dire autosuffisant au niveau de la production, quoi. Et ça, je pense que ça a été une erreur de Marx. Ça veut dire que dans l'idéologie marxiste, l'idéologie marxiste, elle inclut. Il faut comprendre, tu vois, que le marxisme, c'est un fruit de la mondialisation. C'est pour ça que c'est super étonnant que aujourd'hui les types de gauche ne comprennent pas ça. Ça veut dire que le marxisme, qui est la mise en commun des produits de production, elle était basée sur le fait qu'il allait avoir une mondialisation. Et ça, c'est dans le capital, hein, si tu veux, et des flux commerciaux et de la production. Et donc, il disait que finalement, comme l'homme maintenant il est aliéné
puisqu'il ne peut plus produire et donc il devient comme une marchandise, etc. Donc la manière, c'est de mettre en commun tous les produits de production, mais c'était basé sur le fait que c'était inévitable qu'on allait arriver à une mondialisation, et c'était en fait, si tu veux, une réponse à la mondialisation, d'où l'international communisme, etc., etc., etc. Mais ça veut dire que comme on voit qu'en fait, si tu veux, maintenant, on est en train de plus ou moins, il y a un mouvement de recul de la mondialisation qui a été, si tu veux, prévu par l'Agmara, si tu veux, et selon l'Agmara par les prophètes, quoi. Et ce qui est, si tu veux, ou en fait, si tu veux, les outils, en fait, ils sont plutôt là pour donner une indépendance à l'homme par rapport à sa production, plutôt en fait que de le rendre interdépendant. En fait, ça veut dire le communisme et la mise en commun, tu vois, des outils de production, elle a plus tellement de sens en réalité. Tu vois, mais ça, c'est une parenthèse, tu vois. Mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire, et surtout, tu peux pas jouer sur les deux tableaux. Tu peux pas dire oui. En fait, on est contre la mondialisation, mais on est communiste parce qu'en fait, tu vois, c'est au niveau théorique, l'un dépend de l'autre, tu vois. Ça veut dire, ça veut dire que le communisme, c'est une réponse à la mondialisation. C'est pas, en fait, tu vois, c'est pas un but en soi, tu vois. Ça veut dire, puisque Marx, il est d'accord qu'en fait, le but, c'est d'arriver à ce que l'homme, il soit indépendant au niveau de la production, sauf que lui, il pense que dans la mondialisation, c'est possible que s'il y a une mise en commun des moyens de production. Mais au fond, lui-même, Marx, au fond, il est, si tu veux, d'accord avec l'Agmara que, en fait, si tu veux, la réalisation de l'homme, c'est quand il est productif et quand il est producteur. En fait, si tu veux, c'est que quand il est propriétaire, en fait, de son moyen de production et qu'il peut être indépendant par rapport à sa production. Tu vois, ça veut dire ça, c'est, on va dire, voilà, ça, c'est une chose, en tous les cas, qu'on verrait de l'Agmara quand elle parle, en tous les cas, de la vigne. Maintenant, comme quoi, en fait, dans le cas d'une vigne, en fait, on n'est pas propriétaire d'une vigne si jamais, en fait, on est associé sur la vigne. Maintenant, la différence maintenant avec la femme, tu vois, ça, je pense, tu vois, en réalité, que dans l'histoire de la femme, ça veut dire, là, je pense qu'il y a aussi encore on va dire une grande critique, en fait. Ça veut dire pas une critique, mais ça veut dire, comment dire, quelque chose, tu vois, on va dire un pas de côté, ça veut dire une autre vision que celle de Marx en ce qui concerne la reproduction, c'est-à-dire que pour Marx, en réalité, ça veut dire la reproduction, c'était la production ultime. Et ça veut dire que c'était ça où il y avait la réalisation de l'homme. Pour lui, encore une fois, l'homme, il se réalise existentiellement à travers la production, etc. Et donc, pour lui, la marchandise, etc., c'était du fétichisme et c'était quelque chose qui aliénait l'homme. Et donc, ça, c'est une autre histoire. Mais ça veut dire que pour lui, la femme, c'était en fait, si tu veux, ou bien l'outil de production par excellence, ou quelque chose justement qui devait ne pas être une marchandise, on va dire, parce que comme ton outil de production, ton usine, j'en sais rien, ta vigne, en fait, c'est toi, parce que c'est à travers ça que tu produis. En fait, ta femme, c'est la même chose, d'une certaine manière. Il y avait ce côté-là pour lui, en fait, l'idée de mettre en commun les femmes. Tu vois, ça serait encore, tu vois, une réponse à la mondialisation. Ça veut dire des flux, tu vois, ça veut dire, ça serait envisageable si jamais on est obligé d'y arriver, tu vois, et peut-être que ça serait la finalité de l'homme. Mais ce que je veux dire, que l'idée, ce que moi je pense, tu vois, ça veut dire, je pense que la Torah, à travers l'histoire de la Yevama, etc., comme on voit dans cette halakha, elle envisage la relation à la reproduction très différemment de Marx. Et parce qu'en réalité, c'est peut-être le dernier texte que j'ai pas ramené, etc., c'est que la question, elle est vraiment de savoir, en fait, comment ça se fait que dans la Yevama, en fait, voilà, c'est ce qu'on dirait que si elle tombe devant 5 frères, en réalité, ça veut dire, comment dire, les 5 frères, ils sont considérés comme fiancés avec elle, tu vois, alors que c'est impossible, tu vois, surtout que la Gemara, elle parle de l'histoire tu vois, de la vigne et compagnie. Et quand tu regardes, en fait, tu vois, donc ça, c'est le livre, c'est le truc de Emek Hameler, tu vois, que je ne sais pas si c'est un auteur, encore une fois, je l'ai ramené dans les trucs, mais ce qu'on a l'impression, il y a beaucoup qui ont parlé sur ça, ça veut dire, moi, je vais pas ramener tous les auteurs, tu vois, etc., qui ont essayé de donner des théories qui, à mon avis, ne sont pas satisfaisantes, je vais pas entrer. Mais moi, ce que j'ai l'impression de ce qui est satisfaisant, c'est ça, c'est que, en réalité, le problème de l'Aïvama, pourquoi tout le monde est considéré comme fiancé avec l'Aïvama, c'est parce qu'en fait, chacun des frères, il bloque l'autre. Et en fait, la meuf, elle est bloquée, quoi. Et tu vois, c'est comme une fiancée, parce que c'est quoi une fiancée en réalité? Une fiancée, quand on dit quelqu'un qui rentre de la guerre, c'est parce qu'il est fiancé, parce que à l'époque, si tu suis la halakha vraiment, on va dire, à la homo, quand une meuf, elle est fiancée, elle est interdite à tout le monde parce qu'elle est fiancée, parce qu'elle a reçu les kiddushin, mais elle est interdite aussi à son mari, parce que tant qu'il n'y a pas eu la choupa, c'est justement ça, elle est interdite aussi à son mari, tu vois. Donc, quand on lui dit rentre chez toi et marie-toi, c'est qui est l'homme qui a fiancé une femme et qui ne s'est pas marié, ça veut dire, OK, il faut que tu fasses la choupa et que tu consommes le mariage. Mais avant ça, si tu veux, la femme, elle est bloquée, elle ne peut pas se marier avec personne d'autre, et en même temps, elle ne peut pas avoir de relation avec toi. Et en réalité, dans la Ivama, on est dans la même situation où, si tu veux, la femme, elle est bloquée parce qu'en fait, on doit faire yiboum avec un des frères, et comme aucun des frères se décide, donc en fait, si tu veux, elle peut se marier avec personne. Et en fait, tu vois, et donc on lui dit, vas-y, rentrez, et décidez-vous qu'il y en a un qui quoi qu'il arrive. Mais ce que je veux dire, en fait, donc ce que ça veut dire, c'est complètement,
c'est pas en fait, donc on voit bien que l'histoire du mariage et du kinyan, des fiançailles, etc. Et à mon avis, c'est vraiment très éclairant sur comment est-ce que la Torah, d'une manière générale, en fait, elle envisage la sexualité. C'est qu'en fait, tu vois, ça veut dire qu'elle envisage la sexualité comme, en fait, la résolution d'une crise. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si, en fait, si tu veux, la femme, l'homme ou la femme, ils veulent se reproduire. Tu vois, ça veut dire qu'ils veulent avoir des relations sexuelles, c'est même pas se reproduire. Je pense que tu vois, le problème, c'est que voilà, c'est comme si une aguna, si tu veux. Une fiancée, c'est comme une aguna tant qu'elle n'est pas mariée, ou cette chomeret yavam, c'est comme si une aguna tant qu'il n'y a aucun des frères qui a pas décidé ni de faire yiboum, ni khalissa, donc elle est bloquée. Et cette histoire de la aguna, c'est en fait, c'est comme n'importe quel homme, en fait, tu vois, qui a envie d'avoir des rapports sexuels, une femme qui a une relation sexuelle, et c'est comme si c'est une crise. Parce que tu vois, c'est un besoin, etc., ou c'est quelque chose, si tu veux, tu vois que ça veut dire qu'il doit être géré, comme on fait. Et en fait, si tu veux, la sexualité, elle est basée en fait par rapport à ça, c'est-à-dire d'après la Torah, comme la gestion d'une crise, tu vois, d'une crise, tu vois, d'une nécessité pour que ce soit la femme ou l'homme, que ce soit d'avoir des relations sexuelles ou de se reproduire. Mais en fait, la production, si tu veux, la reproduction dans la sexualité, elle est en fait, si tu veux, comme, je ne sais pas comment expliquer, tu vois, comme, encore une fois, un truc collatéral. Contrairement, tu vois, à Marx qui voit ça comme, si tu veux, ce qui est en fait le point général de la sexualité, que c'est la reproduction. Tu vois qu'en fait, tu vois, à mon avis, c'est pas ça veut dire ce que la Torah veut dire. Non, en fait, dans la relation à la femme, ce qui est en fait, et dans la relation de l'homme, etc., dans la propriété, ce qui est appelé en fait, tu vois, une sexualité, ça veut dire la relation à la sexualité qui serait quelque chose qui va faire aboutir, puisque c'est pour ça qu'on rentre de guerre si jamais on est dans une relation avec une femme. En fait, ce qu'il va faire, c'est est-ce que tu vas solutionner une crise? Une crise, tu vois, parce que cette femme-là est bloquée, parce que toi, tu es bloqué. Quand tu regardes d'une manière générale toutes les choses qui sont liées à la sexualité dans la Torah, comme la nida, par exemple, ou comme le fait, tu vois, les émissions séminales, ou ces machins de mikvé, tous ces trucs-là, en fait, tu vois que c'est ça. C'est comme si, en fait, tu vois, il y avait une volonté, tu vois, de se reproduire, où il y avait une sorte de crise, de blocage chez la femme, etc. Tu vois, quand la femme, elle a ses règles, en fait, c'est comme un soulagement, parce que c'est comme si elle a senti une sorte de crise, etc., etc. Et c'est comme si, tu vois, il y a une sorte de blocage, et ensuite, il y a une sorte de résolution qui se fait par oui ou non, une production ou pas. Mais en fait, c'est la gestion si tu veux, de ce blocage, de cette crise en fait, qui est le désir sexuel ou la sexualité ou la volonté de se reproduire. En fait, c'est la gestion de ça qui est en fait la relation homme-femme, et c'est sous cet angle-là qu'on peut parler, en fait, si tu veux, de relation entre l'homme et la femme. Pas comme Marx il veut le dire, comme un objet de production, comme un outil, comme chacun est-ce qu'est l'outil de reproduction de l'autre. C'est vrai que tu vois que l'homme, en fait, si tu veux, il ressent un plaisir essentiel à produire, mais si tu veux, on voit que quand la Torah, en fait, elle fait cette distinction dans la halakha entre la vigne et la femme, c'est de dire, c'est vrai qu'il y a une réalisation existentielle de l'homme dans la production, et que dans la production, on va dire économique, ou ça veut dire d'un objet, ou j'en sais rien, d'un produit, quoi que ce soit, en fait, dans cette création-là, en fait, l'homme, il peut, on va dire, assouvir son désir de création, et ça veut dire son désir existentiel à travers le fait qu'il est indépendant par rapport à son outil de production. Mais dans la femme, c'est pas la même chose. Ça veut dire dans la reproduction telle qu'elle est, qui est la gestion de la sexualité, c'est comme si en fait, c'est pas la production d'enfants ou la production de quelque chose, de la jouissance qui viendrait à travers. On a en fait, on a comme une sorte de on s'est réservé un outil de production, comme Marx le croit. C'est plutôt, en fait, c'est comme s'il y a une gestion par rapport à un désir, tu vois, qui doit être, tu vois, ça veut dire qu'il doit être assouvi, ou un blocage, etc. Et qu'en fait, ce qui fait, en fait, la relation, ça veut dire à la femme, ou est-ce qu'on est marié ou pas marié, c'est est-ce que nous, on a la clé pour ce déblocage, tu vois. Ça veut dire, cette meuf-là, elle est bloquée, est-ce que moi, je peux la débloquer, soit en la mariant, soit en lui donnant Khalitsa. Et si les 5 frères, ils peuvent le faire, donc les 5, ils ont la clé, donc les 5, ils sont en relation avec elle. Et les 5, en fait, ils sont, tu vois, ça veut dire, ils doivent terminer, ils doivent apporter une solution à cette crise. Et c'est en ça qu'ils sont mariés, fiancés avec cette fille, quoi. Et donc, ça vient expliquer, tu vois, ça va faire une distinction, si tu veux, dans cette relation à mon avis, tu vois, à la relation homme-femme, etc. Contrairement tu vois, contrairement à Marx, et je pense que c'est vraiment de cet angle-là qu'on voit que la Torah, elle gère la sexualité, quoi. C'est toujours lié à cette histoire de crise versus, tu vois, résolution d'une crise, tu vois, ça veut dire quelque chose qui est fermé, quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui doit être ouvert. C'est-à-dire que ce soit, tu vois, une femme qui ne veut pas se marier, une femme qui ne peut pas tomber enceinte, le fait, tu vois, que la femme
femme, elle a ses règles, les fausses couches. Quand tu regardes tout ça, tu vois que c'est toujours lié à ça. C'est pas lié, en fait, ah là là, elle a pas d'enfant ou des trucs comme ça. C'est comme si la meuf, elle a un désir, tu vois, d'avoir des enfants et qu'elle peut pas l'assouvir. Et donc, après ça, tu vois, elle va essayer elle va l'assouvir différemment. La même chose avec le mec. Et c'est toujours dans cette optique-là, en fait, que c'est envisagé comme une sorte de crise qui doit être débloquée d'une certaine manière, plutôt qu'un outil de production qui doit être réservé ou un truc comme ça, tu vois. Bref, tu vois, je pense qu'en tous les cas que c'est ça l'idée, tu vois, qui transparaît de cette halakha au niveau de la philosophie. Mais maintenant, pour revenir après ça sur l'histoire de la maison, là, je pense qu'il y a beaucoup plus à dire. Déjà, le fait que c'est une discussion entre, tu vois, des auteurs comme le Rav Yosef Karo, etc., et des contemporains, que ça reste un truc non tranché, etc. Et pour moi, à mon avis, ça veut dire, moi, je veux dire une théorie, on va dire comme ça, je veux dire 2 théories possibles. Parce que pour moi, la vraie, en ce qui concerne l'histoire de la propriété, c'est sûr que là encore, dans la théorie marxiste, ça veut dire c'est un des gros, on va dire, c'est une critique en fait qui est évidente, tu vois, c'est que en fait Marx en fait il en vient à nier le rapport à la propriété privée du fait justement à la base, ça veut dire parce que lui il fait encore une sorte de corrélation entre la propriété exclusive sur un outil de production et la propriété privée en général. Ça veut dire du fait qu'il veut dire oui, l'homme il se réalise à travers la créativité, à travers la création. Et en fait, il peut être, on va dire, satisfait existentiellement que s'il est le propriétaire exclusif de son outil de production. Ça veut dire que tout ce qui est échangeable, c'est de la marchandise, c'est du fétichisme et ça aliène l'homme. Et l'on vient, tu vois, si tu veux, à critiquer la propriété privée d'une manière générale. Et alors qu'à mon avis, tu vois, c'est ici dans cette halakha, si tu veux, c'est comme si la Torah elle faisait une distinction entre la maison et l'usine, tu vois. Ça veut dire, il y a la vigne, et ça c'est vrai, ça veut dire la Torah elle donne raison à Marx, en fait, si tu veux, en disant que tu es producteur que si tu es indépendant sur ton moyen de production, etc., etc. Mais elle veut dire en fait que la maison, c'est différent. Comme si tu vois la maison, ça veut dire même s'il y a quelqu'un d'autre qui peut utiliser ta maison, c'est quand même ta maison. Tu vois, c'est pas l'exclusion de l'autre qui fait, tu vois, en fait, que tu es propriétaire. Tu peux être associé dans la propriété d'un objet d'usufruit, tu vois, même si jamais, en fait, tu vois, si l'autre aussi peut l'utiliser. Et c'est pas, si tu veux, c'est pas exclusif, tu vois. À mon avis, tu vois ce que ça veut dire ce qui définirait la différence entre une maison et on va dire une vigne, c'est justement est-ce que c'est productif ou c'est pas productif. C'est-à-dire qu'en fait l'idée c'est est-ce que c'est un outil ou c'est pas un outil. C'est-à-dire sur un outil, en fait oui, en fait tu es propriétaire que si tu es propriétaire exclusif, mais si c'est en fait c'est un objet de jouissance, c'est-à-dire comme une maison, j'en sais rien, une lampe, j'en sais rien, whatever, un livre. En fait, c'est pas parce qu'en fait quelqu'un d'autre il peut utiliser le livre avec toi que tu n'es pas propriétaire du livre. Tu vois, parce qu'en fait, tu vois, ou si quelqu'un il est associé dans une piscine ou je sais pas, dans des chambres d'hôtel en Floride, tu vois, et que toi tu vas là-bas une semaine, ou l'autre va là-bas une semaine, que t'as pas ta chambre d'hôtel en Floride, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire c'est pas parce que l'autre il est aussi, il peut avoir usage de la chose que toi en fait tu en as pas usage et qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. Et donc là, comme si tu veux, la propriété exclusive, en réalité, si tu veux, elle est pas en fait ça veut dire, elle devient un problème, la notion de propriété, elle nécessite une exclusivité que lorsqu'on parle d'un outil de production, pas lorsqu'on parle d'un objet de jouissance, d'un objet justement, d'un objet qu'on va justement utiliser. Et ça veut dire, ça enlèverait, en fait, ça montrerait vraiment, encore une fois, une critique sur Marx qui a parlé de la marchandise comme étant, en fait, tu vois, comme étant un fétichisme, parce qu'en fait, si tu veux, le type maintenant, il devient associé, il s'associe à la valeur de l'objet, et donc il rentre dans l'avoir plutôt que l'être, etc. Ça veut dire que ce que la Gemara elle veut te dire, oui, ça c'est une maladie mentale. Ça veut dire, c'est vrai qu'on peut rentrer dans ce travers, mais en fait, ça veut dire, c'est pas nécessaire. Ça veut dire, c'est pas parce que tu as un objet que tu vas penser maintenant que oui, c'est mon objet, c'est mon machin, et que ça devient un fétiche pour toi. Ça veut dire en fait, non, ça veut dire, ça c'est vrai, c'est un objet de production, mais sur un objet dont tu as l'usufruit, naturellement, l'homme il est capable de tirer profit d'une maison, d'un livre, j'en sais rien, de ce que tu veux, d'un bateau, d'une voiture, sans pour autant empêcher l'autre d'avoir aussi un usage sur cette voiture ou cette maison ou ce bateau ou cet hôtel ou j'en sais rien, tu vois. Et ça, naturellement, l'homme, en fait, si tu veux, il sent pas, en fait, il n'a pas ce rapport fétichiste à la propriété tel qu'il est décrit par Rousseau ou par Marx, tu vois, qui fait comme si le fait d'avoir, c'est quelque chose qui est nécessairement, si tu veux, à l'exclusion de l'autre et à fétiche, etc. Je pense que tu vois, peut-être, tu vois, c'est comme ça que moi, philosophiquement, j'aurais expliqué ces distinctions que la Gemara, elle fait en tous les cas, selon le Rav Yosef Karo, entre la propriété d'une maison et la propriété d'une usine.
Ce que je voulais dire aussi, encore possible, tu vois, ça veut dire, si on veut répondre, en fait, tu vois, le Talmud de Jérusalem par rapport à Rav Yosef Karo, puisque la Gemara, dans le Talmud de Jérusalem, elle semble dire que dans une maison aussi, si jamais, en fait, il y a 5 frères, les 5 frères, ils vont pas retourner de la guerre à cause de la maison. Et tu peux dire, en fait, voilà, ça veut dire, tu peux rajouter ça, tu peux dire, en fait, que selon Rav Yosef Karo, en réalité, il y a une distinction à faire entre un héritage et une maison qu'on a achetée en association. Parce que ça veut dire, en fait, ce qui fait que cet objet-là, c'est un objet où en fait tu peux être le propriétaire même si tu n'en es pas l'usager exclusif, c'est parce que c'est toi qui l'as choisi. Tu vois, ça veut dire, tu as choisi cette maison, tu as choisi cet hôtel, tu as choisi cette voiture, tu as choisi ce bateau, j'en sais rien. Et donc, même s'il y en a 5 ou 6 qui utilisent le bateau, qui utilisent l'hôtel ou qui utilisent, j'en sais rien, ce que tu veux, en fait, c'est pas grave parce que comme c'est ton choix, donc c'est ton objet de jouissance et c'est pour ça, en fait, que t'es pas nécessairement, t'as pas besoin d'être exclusif sur son utilisation. Par contre, quand c'est un héritage, que c'est quelque chose que tu n'as pas choisi, c'est possible que ça devienne automatiquement un outil, tu vois. Ça veut dire, comme c'est pas toi qui l'as choisi, donc tu vois, si tu veux, en fait, l'idée, c'est, à mon avis, là où il y a une distinction entre, on pourrait faire, où il y a un point de, ce qui fait que la maison, en fait, elle a comme une sorte de, tu vois, de statut, on va dire, douteux, c'est parce qu'en fait, on peut envisager la maison comme un outil, on peut l'utiliser comme un objet de jouissance. Ça veut dire que si on pense, tu vois, ça veut dire, et moi je pense qu'on pourrait dire même, tu vois, après ça j'arrête après cette dernière idée, que tu vois que c'est possible que si le Talmud de Jérusalem, il envisage, il parle de l'héritage, alors c'est vrai que dans un héritage de la maison, ça devient un outil parce que c'est pas toi qui l'as choisi, donc c'est quelque chose que tu dois mettre en valeur ou quelque chose comme ça, etc. Et donc ça devient plus, tu vois, dans cette idée-là que là, pour que ça soit ta maison, il faut que ça soit exclusivement ta maison parce que c'est un outil pour toi, parce que tu vois, c'est quelque chose que tu n'as pas choisi d'avoir. Alors que le Rav Yosef Karo, il parle d'une maison qu'on aurait achetée en association, où à ce moment-là, en fait, c'est comme c'est toi qui as choisi cette maison, etc. C'est pas parce que l'autre il a l'usage de cette maison que c'est pas ta maison. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. J'en sais rien, tu vois, c'est pour essayer d'expliquer ça à la fois, qui sinon, en fait, si tu veux, sont un peu voilà, incompréhensibles maintenant. Voilà, comme je vous dis, tu vois, c'est mal homme doute spécial, je sais rien de spécial à Rav Yosef. Moi, je suis pas un gros fanat parce que tu vois, parce que tu vois, ça veut dire un petit peu parce que personne ne l'a fait avant, quoi, c'est tout, tu vois, c'est pour ça, tu vois, ça veut dire. Mais bon, quand on est bloqué, voilà, donc, ça dépend toujours. Voilà, donc, j'espère en tous les cas, voilà, ce qu'il faut retenir, en tous les cas, c'est qu'en tous les cas, la Gemara fait une distinction entre la notion de propriété d'une maison, d'une usine, d'une vigne et d'une femme, tu vois. Et donc après ça, pourquoi, comment, etc. Je pense qu'on peut utiliser beaucoup Marx, puisqu'en fait, il a beaucoup réfléchi sur ça. Et voilà, est-ce que je pense, tu vois, que je pense clairement, en tous les cas, ce qui est une idée simple, c'est que c'est vrai que l'homme, en fait, il se réalise dans la propriété exclusive, dans l'autonomisme qu'il a à produire des choses. Et pour produire, il a besoin d'un outil, en général. Tu vois. Et ça, c'est ce que Marx, il a vu. Et c'est ce on peut retrouver un petit peu dans la Gemara, où elle met vraiment l'emphase sur le fait que dans un outil de production, tu es propriétaire que si tu es propriétaire exclusif. Après ça, tu vois, le statut d'une femme et d'une maison, c'est encore différent, tu vois, c'est ce que je veux dire, a priori. Alors, une femme, c'est plus, comme j'ai dit, moi, résolution d'une crise, quelque chose comme ça. C'est ça ce qui crée la relation entre l'homme et la femme. En fait, c'est le fait qu'on est le porteur de la résolution d'une crise. Tu vois, comme la femme qui est bloquée, que chacun des frères peut la débloquer, ou le marié, tu vois, etc. Et même, en général, j'ai expliqué, c'est ça la gestion de la sexualité dans la Torah. C'est comme une crise qui doit être gérée. Et ça, c'est un truc, mais bon, c'est encore une fois. Et après ça, avec la maison, où je pense, tu vois, que c'est possible que la maison, elle peut avoir une sorte de statut double, de statut douteux. Est-ce que c'est un outil ou est-ce que c'est un objet de jouissance? Et peut-être ce qui fait la cutting line, c'est ce qu'on l'a choisi ou bien ce qu'on l'a reçu en héritage. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Si on veut être avec ça, on répond à toutes les questions. Ouais. C'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Je pense que ça vaut. J'espère que ça vous a. Après, quand je faisais les cours comme ça avant à Manhattan et tout ça, il y avait toutes les meufs qui nous disaient « Ah ouais, maintenant tu nous as donné envie de relire Marx. » Tu vois, ça c'est la réaction normale. Que moi je faisais que les gens, je voulais que les gens étudient la Torah et en fait à cause de ça, ça allait passer, tu vois, à regarder des livres dessus. C'est pour ça que j'ai arrêté. C'était contre-productif pour moi. Bon. Je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs de Spinoza qui tu vois, qui sont à cause de moi, les lecteurs de Spinoza, je m'en veux énormément. Tu vois, mais j'espère qu'on va faire la même chose avec Marx. Bon, voilà, je vais vous laisser tranquille. Et merci beaucoup d'avoir écouté, merci pour votre aide et votre soutien. Et voilà. Et peut-être demain, je vais faire quelque chose comme j'avais dit pour les Tchumashim, mais bon, honnêtement, je suis dans une situation très. Je sais rien, c'est Hachem qui va décider. Au revoir, à demain. À demain. Il y a aussi ce soir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Avec moi dans le cours de Merci beaucoup. Merci pour tout.
Bye, ce soir. À ce soir, Jungle.